Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast. Comme d'habitude, on va commencer par vous remercier pour les retours sur les différents épisodes. Les retours sont vraiment incroyables et ça nous pousse vraiment à continuer. Donc merci à tous pour votre soutien. Du coup aujourd'hui, là on rentre des France Open. On est jeudi là où on tourne, on est rentré il y a 3 jours. C'est tout chaud dans notre tête. Donc on va longuement aborder les France Open dans ce podcast. On va revenir sur les France de Stanley, les France de nos athlètes, les France en général, les beaux matchs qu'il y a pu avoir. Et puis après, on répondra à vos différentes questions. Cette année, je te laisse commencer. Du coup, petit récap de ta compétition, comment ça s'est passé, Ouais, etc. vas-y. Avant de faire le récap de la compétition, t'inquiète, je vais pas faire le running gag t'inquiète pas. Non, je tenais vraiment à vous remercier parce qu'effectivement, on a reçu quand même pas mal de DM et vraiment ça fait plaisir. Même des gens sont venus sur place, nous ont parlé et directement échangé avec nous en nous félicitant pour notre podcast. Franchement, merci beaucoup les gars, on essaye de faire un truc de qualité, on essaie de mettre du temps, on essaie de prendre de notre temps pour essayer de faire quelque chose de qualitatif pour que vous puissiez passer un bon moment avec nous en fait. Du Exactement, coup, merci beaucoup. vis-à-vis des France, alors, comment expliquer ça? Je pense que je vais faire lift par lift, ensuite je vais aller sur le global, hein. Sur le squat, l'objectif c'était de squatter plus que 3,75. Donc c'est un objectif qui a été accompli. Donc j'ai pu faire 3,75 en deuxième barre et j'ai pu aller chercher 3,85 en troisième. À froid, mais bon, comme on aime bien le dire avec Aurélien, hein, c'est facile de refaire un match une fois que le match il est terminé. Mais à froid, je pense que une 3,90 aurait pu passer et ça m'aurait facilité entre guillemets le travail pour la tonne derrière. Ça m'aurait retiré 5 kilos à faire au deadlift et je pense clairement que 3,87,5 je l'avais. Vis-à-vis du développé couché, bon, là c'est. Je m'attendais pas, honnêtement, avant la compétition, je m'attendais pas à ce que ce soit ce mouvement qui me fasse défaut. Parce qu'au final, le niveau que j'ai à l'entraînement est à peu près le même niveau que j'ai en compétition. Le taper n'est pas magique sur le développé couché. Et au final, j'avais fini ma prep sur une 2,25 qui était quand même assez bien passée. Donc ça laissait entrevoir une 2,30 ou une 2,27,5. Encore une fois, on peut pas refaire un match, mais effectivement, Auré avait raison, on aurait dû mettre 2,27,5. Mais j'ai voulu mettre 2,30 parce qu'au final, avec 3,85 et 2,27,5, ça m'aurait demandé 3,87,5 à tirer. Sur l'instant T, quand j'étais en compétition, je sentais que j'avais pas 3,87,5. Je me disais, non, Stan, t'es pas en forme aujourd'hui, malheureusement. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. T'as lâché un peu d'énergie sur le squat, mais le terre, je pourrais pas lâcher cette même énergie. Comme je l'avais déjà expliqué dans un ancien podcast avec Flo, j'ai plus de facilité à forcer sur le squat parce qu'au final, les éléments qui limitent, c'est la descente. Et la descente, au final, j'ai pas de problème de descente. Tandis qu'au terre, il y a le facteur grip, il y a pas mal de facteurs aussi qui rentrent en jeu qui font que je ne peux pas exprimer ma réelle force sur le deadlift, tandis que sur le squat, j'ai beaucoup plus de facilité. Et c'est pour ça que ça fait deux compétitions que mon squat est plus haut que mon deadlift. Mais bref. Du coup, sur le coup, je me suis dit, bon, j'ai fait une 2,22, elle a tapé le rack, mais elle est passée beaucoup plus rapidement que la 2,25 que j'avais fait en fin de prep. Donc je m'étais dit, clairement, 2,30, elle peut être là. Au final, la 2,30 était là. Je l'ai validée, j'ai tendu les deux bras. Mais bon, les arbitres et le jury on a décidé autrement, entre guillemets, a vu une redescente, une possible redescente. À chaud, j'étais persuadé de ne pas être descendu. À froid, je vois que c'était tendancieux. Donc au final, s'ils m'avaient mis blanc, j'aurais pu comprendre. Et là, ils m'ont mis rouge. Là, je peux totalement comprendre aussi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais du coup, ça a fait que j'ai perdu 7,5 kilos. Ce qui m'a demandé de tirer 3,92,5. Sachant que ma meilleure barre all-time que j'ai tirée au deadlift, c'était 3,90. Et c'était à une période où j'avais focus le deadlift. J'avais ralenti un peu le squat. J'avais ralenti un peu le bench. Du coup, bon, ATPR plus 2,5 sur la plateforme. Ça aurait pu se faire, hein. Au final, je l'ai monté très haute, ce qui m'a fait comprendre que 3,87,5 était là. Et au final, bon, l'objectif qui était de faire la tonne, enfin, c'était un objectif, c'était un rêve, on va dire, et je voulais faire de ce rêve une réalité au championnat de France. Ben, euh, j'ai malheureusement pas pu atteindre cet objectif-là. Mais bon, je suis quand même à froid, je suis quand même satisfait de m'être présenté sur la plateforme devant tous les Français, comme je l'avais dit, hein, ça compte énormément pour moi de venir sur la plateforme nationale. Et franchement, j'ai pu essayer de vous faire kiffer. J'espère que vous avez apprécié. Effectivement, la tonne n'est pas là, mais je vous promets que elle arrivera. C'est qu'une histoire de temps. C'est ça, ce n'est qu'une histoire de temps. Ok. Là, du coup, tu as évoqué au niveau vraiment, au niveau de tes barres, de ton niveau, mais au niveau, qu'est-ce que tu retiens de cette compétition au niveau ambiance, etc. Parce qu'on a longuement échangé et l'ambiance était absolument incroyable. Donc, si tu peux nous donner un petit peu ton ressenti. J'avoue que franchement,
J'avais dit dans le dernier podcast que selon moi, ça allait être les plus beaux championnats de France en termes de compétitivité, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi les plus beaux championnats de France en termes d'ambiance. J'avoue que l'ambiance était folle. Les spectateurs étaient au rendez-vous. J'avais peur que un dimanche matin, 11 h, les gens allaient se dire, bon, on prend notre TGV, on rentre, on regarde ça en live. Mais franchement, la salle était remplie. Je sais que c'est pas grâce à moi. Je sais qu'il y a aussi Brutus, Nicolas Perrault, il y avait quand même Sosa aussi. Il y avait pas mal d'athlètes qui, entre guillemets, ont des abonnés sur les réseaux sociaux, ont fait la pub de cette compétition. Donc ça fait que il y a eu du monde et franchement, c'était un kiff. Lever ma tête et voir que la salle était pleine, je me suis dit, ah ouais, c'est ça, c'est ça les championnats de France. C'est pas à l'époque, parce que bon, j'en ai quand même fait pas mal des championnats de France. Il me semble que j'en ai 5 ou 6 à mon actif. Bah, mes premiers championnats de France, la salle était vide. En fait, les spectateurs, c'était juste les coachs qui, entre guillemets, n'allaient pas derrière, les autres qui compétitaient la veille et ceux qui compétitaient le lendemain, tu vois. Et donc là, avoir une salle pleine, ça montre que, un, le sport est en expansion, et deux, que vraiment, les gens, ils apprécient la force, tu vois. Et franchement, ça m'a poussé à la mort. Et ce qui m'a encore plus poussé, je lui ai envoyé un petit message à Dédé. C'est vraiment les sons qu'il m'a mis. Franchement, je m'y attendais pas. J'avais mon casque, réduction de bruit, j'entendais rien. Et au moment où tu m'enlevais mon casque, j'entendais la musique, je me disais non. Là, je me suis dit, Dédé, il a tué ça. Ouais, c'était Franchement, incroyable. je lui ai envoyé un beau message, je lui ai envoyé un petit message, je veux dire, autant pour moi, pour le remercier d'avoir pris le temps de mettre des musiques pour mes passages. Et franchement, ça, c'était vraiment un game changer. Ça me mettait dans une bulle totale. J'avais plus le droit à l'échec. Le fait d'avoir ma musique à fond, ça me rappelait les entraînements à Uskov. J'avais l'impression d'être en fait de Derac Labar dans mon club avec mes spotters devant ma famille, tu vois. Et Ah, là, c'était c'était un peu incroyable. pareil. Et franchement, c'était un kiff de fou. L'ambiance était extraordinaire. Et même l'organisation, elle était cool. Franchement, il n'y a pas eu de problème en salle de chauffe. Ouais, c'est ça. Franchement, Je- c'était pas mal du tout. J'en discutais avec Marie hier à Uskov. Je lui disais que c'était les meilleurs championnats de France en termes d'ambiance, etc. Et je pense que chaque année, ça va aller de mieux en mieux. Mais après, niveau organisation, en vrai, on a déjà atteint un tel niveau que je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus, tu vois. Donc, Exactement. ouais, vraiment, c'est incroyable. Bon, bah voilà, tu veux rajouter un petit truc ou on passe à la suite? Bah, je me dis que là, on a atteint un niveau d'organisation de compétition qui nous permet d'organiser des compétitions inter, en vrai de vrai. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a plus qu'à. Ben, j'ai vu que il y a la possibilité qu'en 2027, les championnats du Exact, ouais. monde soient en C'est ce que France. j'ai entendu, ouais. Et ça, là, ça sera une dinguerie. Bah, en fait, je suis allé sur IPF, le calendrier IPF, et j'ai descendu pour voir les prochaines dates, parce que j'aime bien faire ça, regarder un peu quel lieu va être utilisé pour quoi. Et j'ai vu 2027, il y a possibilité que ce soit en France. En gros, il y a trois possibilités, soit la France, et les deux autres, j'ai oublié. Mais quand j'ai vu France, j'étais en mode, ah ouais, Ouais, incroyable. 2027, les championnats du monde en France, ce serait une folie. Ce serait vraiment une folie furieuse. J'espère que je serai encore en forme et que je serai encore performant pour représenter la France en 2027 en France. Ce serait une folie. Ouais, bah quand tu vois, franchement, les comptes inter, enfin, je me suis déplacé sur pas mal de comptes inter, et quand tu vois, en termes d'organisation, il y a pas, enfin, les compétitions, les finales nationales françaises ont absolument rien à envier. Bah, Exactement. les mondes là, en jouant les derniers mondes open, la salle de Mhm. chauffe, elle était petite, enfin, il y a les championnats de France ont vraiment rien à envier aux compétitions françaises, donc, aux C'est compétitions vrai. internationales. Donc, C'est vrai. ouais, Puis il n'y voilà. avait pas de réseau. Il n'y avait pas de réseau dans la salle de chauffe. Et ça, c'est une petite anecdote. Pour les championnats de France, les championnats du monde open, là, dans ma playlist, j'avais qu'un son. Parce que comme j'ai pas téléchargé les sons, ça veut dire qu'en gros, il me fallait de la co pour écouter ma musique. J'avais un seul son, et en plus de ça, c'était même pas un son hypant, c'était un son de lover, tu vois. Donc j'ai fait toute ma compétition à relancer le même son, qui était même pas un son hypant, genre. C'était une folie. Bon, bah on va enchaîner par la suite. Du coup, on va faire le récap France Global, mais avant, on va commencer avec nos athlètes qui participaient. Du coup, bah, je me propose de commencer, vu que j'en ai qu'un Ouais, bien seul, je sûr. pense que ça ira plus vite. Let's Alors, go. du coup, moi, j'avais les championnats de France Open avec Alan, donc j'en avais parlé dans le dernier podcast. Le but, c'était prendre du kiff, prendre de l'expérience, valider. Du coup, c'était sa première compétition en moins de 59, donc bah, il a pris du poids là récemment en sortie des championnats du monde. Le but, c'était de valider les progrès qu'on avait fait sur le squat et sur le bench, et aussi de tirer coûte que coûte sur le record de France. Comme j'avais dit dans le dernier podcast, s'il nous faut mettre 300 pour aller sur le record de France, on va y aller. Et du coup, objectif accompli. Donc ça, je suis vraiment, vraiment fier de ça. Du coup, pour revenir barre après barre, au niveau du squat,
Il a affiché un niveau vraiment exceptionnel. On avait fait 160 à l'entraînement et là en troisième barre on a validé 165 avec vraiment énormément de marge. Je pense qu'on avait au moins 170, 172. Mais c'était aussi notre stratégie de garder de la marge parce qu'en fait nous on voulait arriver frais sur le deadlift. Là où du coup les concurrents d'Alan, bon je parle pas les concurrents en termes de total hein, parce que bon, c'est pas du tout ce qu'on visait, mais les concurrents au niveau du deadlift on les connaissait. Hein. C'était Valentin Dupuis-Noël, Brian et Antoine Garcia. On savait que le record de France allait sauter par un de ces quatre. Et du coup, eux, là où eux ont laissé beaucoup d'énergie sur le squat, nous on a été très conservateurs et je pense que ça nous a bien aidé pour le deadlift. Et du coup, ouais, c'est ça, parce que j'ai reçu pas mal de questions pendant le match en me disant, mais là il est RPE 6, pourquoi vous avez pas mis un petit peu plus, etc. Et du coup, bah, ça faisait aussi partie de la stratégie, puisque quoi qu'il arrive, on n'avait rien à jouer, hein, même en mettant 5 kilos de plus au squat et 2,5 kg de plus au bench, on n'aurait pas gagné une place, donc c'était la stratégie. Ensuite, au niveau du bench, le plan c'était d'ouvrir à 102,5, donc c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, le plan c'était d'aller sur la deuxième barre dès 110 kg. Mais sur l'opener, Alan a eu beaucoup de crampes au niveau du dos. Et ça, c'est vraiment un truc, faut qu'on bosse dessus. Ça lui arrive tout le temps en compétition d'avoir des crampes au niveau du dos au bench sur les différentes, enfin, sur les anciennes compétitions, vu qu'il était en moins de 53, je pensais que c'était le fait de pas forcément être assez hydraté, pas forcément avoir assez mangé sur les derniers jours de sa prépa. Mais en fait, là, bah, il était en moins de 59, donc il y a eu absolument aucun protocole. Hein. Il était très très large au poids. Et il a quand même eu ces crampes-là, alors qu'à l'entraînement, il les a pas. Et du coup, en fait, je pense que bah, le seul facteur qui change, c'est le stress. Et ça, c'est un truc qu'il faut qu'on bosse. Parce que bah, ça nous a un petit peu handicapé, dans le sens où le plan, c'était de mettre 110 en deuxième barre. Mais vu qu'il y a eu ces crampes, bah, on est resté sur 107,5. Et 107,5 est bien passé. Il m'a dit que les crampes étaient parties. Du coup, on est allé sur 115, donc c'est la meilleure barre qu'il avait réalisée à l'entraînement. Et là, 115 est passé ultra facilement, donc très content. C'est aussi le record de France sub-junior, mais vu que c'était un championnat open, on pouvait pas mettre 115,5. Et 117,5, je pense, aurait été un petit peu risqué. Donc voilà, on est resté sur 115, mais voilà, c'est passé très facilement, donc excellent. Et ensuite, bah, on arrive sur l'apothéose de la compétition, le soulevé terre. Donc là, le but, clairement, c'était d'ouvrir en dernier. Ouvrir en dernier, pourquoi? Parce que bah, ça nous permettait d'avoir à chaque fois un coup d'avance, dans le sens où bah, quand la première barre est passée, quand le premier tour est passé, vu que je vais passer en dernier, je vais devoir choisir la dernière barre d'Alan, et j'aurai déjà en fait toutes les deuxièmes barres des autres athlètes, et ça nous permettait de passer en dernier à chaque fois. Et du coup, bah, en fait, j'ai attendu le dernier moment, j'ai attendu tous les openers, et au dernier moment, on a mis le plus gros opener. Donc il y avait Brian qui avait mis 245. Et du coup, vu qu'il avait un meilleur numéro de lot que lui, on a dû mettre 247 pour ouvrir en dernier. 247 est bien passé, mais pas ultra convaincant. Et puis ensuite, en deuxième barre, du coup, on est passé à 261. Et là, vraiment, j'ai été choqué de la forme d'Alan. Je ne l'ai jamais vu aussi fort sur son deadlift parce que faut savoir que, en fait, pendant la préparation, on a choisi de pas faire énormément de singles. Enfin, il a fait une seule single en fait en dernière semaine à 255,5, donc qui était le record de France, qui est passé vraiment très très dur. Et 261 sur le coup j'y croyais pas énormément parce que 247,5 m'avait pas ultra convaincu, mais finalement la barre est passée vraiment ultra facile et j'ai été choqué sur le plateau. Et du coup bah voilà, on termine avec le record de France Open et un record du monde non officiel en sub junior 59. Et puis après en troisième barre, bon, on avait déjà le record de France, on a tenté 266, c'est très bien monté, mais voilà, il a crampé un petit peu au niveau de l'avant-bras et la barre a été perdue au grip, mais du coup ultra positif. Donc bah, je suis vraiment hyper content puisque tous les objectifs ont été validés. Ok. J'ai une question. Comment Ouais. t'aurais déjà comment t'aurais géré bah enfin essaie de nous en dire un petit peu plus sur la stratégie que tu as utilisée au terre parce que là t'avais pas un seul concurrent, t'en Ouais, avais pas deux, t'en ouais, avais trois. ouais, Sans compter aussi en comptant aussi Antoine Garcia, tu ouais. vois. Attends, ça faisait Valentin, Brian Valentin, Brian et et Antoine Garcia. autant pour moi, donc trois Ouais, plus ouais. toi. Essaie de nous en dire un peu plus vis-à-vis des numéros de l'eau, du poids de corps, etc., des barres d'ouverture. Comment est-ce que tu as élaboré ta stratégie en fait? Bah, en fait, là où on a eu de la chance, c'est que les trois autres qui étaient dans la course avec nous au deadlift, eux, ils jouaient une place. C'est-à-dire qu'en fait, ils pouvaient pas se préoccuper uniquement du deadlift, ils devaient se préoccuper bah, de sécuriser une barre pour sécuriser un total. Et nous, en fait, on s'en foutait. Genre, comme je l'ai dit, s'il fallait mettre 300, on aurait mis 300. Et du coup, bah, là, vu qu'on joue pas une place, le poids de corps rentre pas en jeu, il y a le numéro de l'eau qui rentre en jeu. Et en fait, celui qui a le plus gros numéro de l'eau va tirer en dernier, même si vous avez la même barre. Et donc là, par exemple, on avait un meilleur numéro de l'eau qu'Antoine et que Valentin, mais Brian avait un meilleur numéro de lot que lui. Donc en fait, on était obligé de mettre plus que lui si on voulait passer après lui. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai choisi de vraiment passer en dernier au niveau de l'opener.
parce que je savais que jusqu'à 250, j'avais pas de doute sur le fait qu'Alan pouvait valider cette barre. Du coup, le plus gros opener, c'était Brian à 245. Donc, du coup, au dernier moment, j'ai changé pour mettre 247,5 et ouvrir en dernier. Et du coup, comme je le disais, quand je vais donner le deuxième ticket, enfin le ticket pour le deuxième tour, j'ai déjà la barre des 3. Et en fait, j'ai juste à me caler plus. Il y avait du coup Antoine, non, Antoine avait mis 252, Valentin avait mis 255,5, donc déjà un record de France. Brian avait mis 260,5, donc là aussi déjà un record de France. J'ai juste eu à mettre 261 pour passer en dernier et prendre le record à chaque fois. Et ensuite, vu que sur la troisième barre, bah, Valentin et Brian se sont disputés la deuxième place, euh, ils ont échec. Et du coup, bah, quoi qu'il arrive, même en ratant la troisième barre, on a quand même gardé le record de France. Ok, d'accord. Et Voilà. du coup, qu'est-ce que j'allais dire? T'observais aussi un peu le top N de tes adversaires ou ça tu calculais pas, t'étais vraiment que dans les chiffres? J'étais obligé d'observer et justement c'est un peu la stratégie que j'ai eue parce que pour moi le plus fort sur le jour J c'était Brian, c'était pas forcément Alan. Et en fait Brian sur sa troisième barre pour du coup dépasser Valentin. Alors en fait sur sa troisième barre Valentin a demandé 265 et avec 265 il fallait que Brian fasse 273,5 pour lui passer devant. Et du coup quand je donne le ticket de la troisième barre je ne pense pas que Brian est en capacité de réaliser ce 273,5. Donc du coup, je mets 266 pour passer après Valentin, mais je mise entre guillemets sur l'échec de Brian. Et du coup, vu que Valentin a raté sa barre, bah, Brian est descendu du coup pour aller lui prendre la deuxième place. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'au début, quand Brian a mis 273,5, je suis pas rentré dans le jeu et j'ai pas mis 274 parce que pour moi, il n'était pas en capacité de soulever cette barre. Ok. Voilà. Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Et du coup, tu m'as dit, crampes liées au stress, tu penses gérer ça comment? L'envoyer sur plus d'échéances ou au Ouais, je contraire? pense, je pense que, je pense que ça peut faire la différence. En fait, bah, c'était sa quatrième compétition là. Et Ouais. du coup, ouais, je pense que, en fait, là, sur les anciennes compétitions où il était en moins de 53, pour moi, la nutrition et l'hydratation, ça joue un rôle. Mais là, comme je disais, il n'y a eu aucun protocole puisqu'il était largement au poids. La veille, il a très bien mangé. Le matin, il s'est réveillé, il a même bu carrément de l'eau. Donc, il n'y avait enfin, aucun problème d'hydratation, aucun problème de nutrition. Pour moi, le seul facteur, ça peut être le stress. Parce que même au niveau du matériel, bah, il s'entraîne sur le même matériel dans sa salle. Il a le même banc et l'écho, etc. Donc vraiment, pour moi, le seul facteur, c'est le stress. Je vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre. Ok, d'accord. Voilà. Et par plus de compétitions, plus d'échéances, tu le vois faire quoi? Des départs ou tu le vois faire. Qu'est-ce que tu. Euh, Quel est le plan en gros pour la saison 2025 d'Alan? Bah, là, la saison 2025, je pense pas qu'on fera d'autres compétitions avant les France Juniors en avril, parce que du coup, bah, on en parlera un petit peu juste après, parce qu'on a eu des questions sur les modalités de sélection. Mais pour Ouais. les modalités de sélection des compétitions inter en 2025, c'est quand même Mhm. assez strict, et on vous expliquera pourquoi juste après. Du coup, en fait, je pense qu'on peut pas se permettre de perdre un petit peu d'énergie, etc., à aller prendre de l'expérience sur des compétitions départementales ou régionales. Parce que, en fait, au France Junior, on doit vraiment poser un total qui est stratosphérique pour nous assurer une place à l'inter. Donc, bah, je pense pas qu'on fera d'autres compétitions, mais juste le fait bah, déjà de refaire un autre France, ça fera ses troisième championnats de France en un an. Bah, je pense que niveau expérience, déjà, il va quand même pas mal gratter. Donc voilà, ce Mhm. sera, ce sera, ce sera à voir. Et aussi peut-être l'envoyer aux Europes derrière les mondes. Ouais, c'est ça. Et du coup, les Europes, j'ai regardé tout à l'heure là, c'est en décembre. Donc en fait, il y a encore du temps. Voilà, c'est dans Mhm. plus d'un an, donc ouais, il y a du Ok, temps. d'accord. Mm. Ok, d'accord. Ok, d'accord, Voilà, d'accord. voilà. Et du coup, une stat qui m'a fait rire. Donc Alan a fait 4 compétitions, donc 12 deadlifts. Et sur les 12 deadlifts, il y a 12 barres au-dessus du record de France de Sakaté en sub-junior 53 ou 59 et 11 barres au-dessus du record du monde du coup de Sakaté sub-ju ou 53 ou 59. Donc la stat elle m'a vraiment fait rire. Ah ouais, les deadlifts P, hein. Ouais, vraiment, vraiment. Du coup, on va passer sur mes athlètes à moi. Du coup, donc, alors j'avais On commence Juju par en Juju. 74, j'avais Karl en 83, j'avais Sosashir en moins de 120, Ouais. j'avais Bobigno en plus de 120, j'avais Michael Troy en moins de 120, et j'avais moi. Du coup, ça faisait un championnat de France à 6 athlètes. Ouais. C'est la première fois déjà, donc ça fait plaisir, ça montre que, entre guillemets, le travail en coaching paye un peu, ça fait plaisir. J'espère qu'au championnat de France 2025, je vais pouvoir en envoyer davantage. Du coup, alors on va commencer par le moins de 74. Donc même si c'était pas le premier jour, mais je vais faire KT par KT en gros. En moins de 74, l'objectif de Juju du coup c'était d'essayer de faire un total lui permettant de figurer dans le top 8.
des moins de 74. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Enfin, j'ai pas vérifié, mais je pense que ça n'a pas été le cas, vu qu'on Ouais, a fait je l'ai sous les troisième yeux groupe là. B. Ouais, non, Comment? non, ouais, je l'ai sous les yeux, non, il est pas huitième. Il, il est combien? 12, 13? 4, 8, il est 11e. Ok, bon, ça va. Donc, au final, dans le groupe B, on a fini troisième, donc je savais que, en comptant le groupe A, on n'allait pas être dans le top 8. Mais franchement, je tiens à. Bah, j'avais déjà dit dans le podcast des derniers hein, que Juju, vraiment l'avancée qu'on est en train de connaître, elle me fait vraiment plaisir. Parce qu'au final, on arrive à débloquer, entre guillemets, des barrières psychologiques. Donc, on réalise un squat à 225 kilos. Donc, son meilleur squat all-time à l'entraînement, c'était 227,5, qu'il Mhm. n'avait passé qu'une seule fois. Donc, et sa meilleure performance en compétition, c'était 222,5 kilos. Du coup, ça fait qu'on améliore son compère, entre guillemets, de 2,5 kilos. Donc ça, Mhm. je suis très satisfait. Surtout les standards qui étaient OK. 3 blanches sur le deuxième squat. Bon, premier squat, on se prend une rouge, mais c'est parce que il a fait une grosse erreur de placement. Il a inconsciemment écarté une de ses jambes, ce qui faisait qu'arrivé en bas, il avait le genou qui rentrait. Et du coup, ça Mhm. limitait un peu son amplitude de descente. Du coup, ça, j'étais très content. Ensuite, le deuxième mouvement, c'est le mouvement à chaque fois que, avec Juju, on redoute en compète parce que ses standards sur le fessier, ils étaient très très borderline en fait. En gros, Juju, depuis que je le connais, on a ce même problème-là de fessier qui décolle. Et en plus de ça, vu qu'il vit au Havre et que malheureusement il peut pas énormément se déplacer au club, ben il y a des choses qu'on peut pas voir ensemble, il y a des modifications qu'on peut pas contrôler ensemble. En gros, c'est un peu les limites du suivi en ligne, tu vois. Mais donc je me suis dit, vas-y, alors, vu que je vois jamais Juju à l'entraînement, je vais prendre un pari risqué. On est en groupe B, on a certes des prétentions d'aller plus haut, mais d'un autre côté, je me dis que ça reflète pas réellement le vrai niveau que Juju a, tu vois. Donc je me suis dit, je vais prendre un risque, c'est que je vais travailler sa technique pendant l'échauffement. C'est quelque chose de fou, hein. Je le recommande à personne, mais c'est vraiment comme Juju ne peut pas se déplacer au club, bah je me suis dit, vas-y, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir des petits trucs ensemble sur le moment. Donc on a commencé à warm-up beaucoup plus tôt. J'ai commencé à lui expliquer un peu le concept de leg drive continu, de pousser ça davantage, de poncer ça davantage. Je lui ai donné pas mal de petits conseils que je donne à mes clients que j'ai sur place. Tac, 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 tac. On a fait plusieurs passages barre vide. Il me disait qu'il avait compris. Donc, on a commencé la montée en gamme. La montée en gamme, elle était parfaite. Aucune fois son fessier n'a décollé. Aucune fois ça. Dis-toi que ça m'a surpris parce qu'habituellement, le last warm-up il est tendancieux. L'opener, on passe avec un rouge. Ensuite, la deuxième barre, on se fait saquer. Troisième barre, il essaie de compenser en posant ses fesses, mais il décolle l'avant de ses pieds. Comme il s'est passé un mois avant à Luskov Meet. On arrive, première barre d'ouverture, on ouvre à 147,5. Euh, il la torpille. Et je Mhm. me suis dit, bon, elle vole un peu trop vite. J'attends de voir le jugement, même si j'avais contrôlé le fessier et que le fessier était OK. 3 blanches. J'étais en mode, ah, OK, d'accord. Là, j'étais trop content. Pour moi, là, la difficulté de la compète était passée. Peu importe ce qui se passait après, je m'en foutais. Du coup, on fait une deuxième barre à 155. Donc, l'idée, c'était sur les deuxièmes. En gros, l'idée, c'était dans la stratégie de match, c'était que sur les deuxièmes barres, on égalise ou on dépasse la meilleure performance réalisée En coupe. sur la compétition. Donc le meilleur bench de Juju en compète, c'était 152,5. Donc deuxième barre, on lui met 155. 155 qui passe vraiment très bien. Genre elle glisse vraiment, vraiment très très bien. Et au final, elle passe 3 blanches aussi. Donc on s'est dit quoi? On s'est dit on va aller challenger, on va aller chercher à passer la barrière des 160 kilos. Mhm. Donc je lui mets 160 en dernière barre au bench. Bon, j'avoue que je commence un peu à stresser parce que bon, je sais que Juju il a des petites douleurs à l'épaule et je sais que quand il commence à avoir un peu trop de pression, il commence à recommettre des fautes et des erreurs. Donc 160 arrive, il la torpille. Eh, j'étais choqué. Je regarde le jugement, je vois 3 blanches. Je pense que c'est un de mes meilleurs moments des championnats de France. Voir 3 blanches sur le dernier bench de Juju, franchement, j'aurais pu me dire, bon, ça y est, on peut rentrer à Paris, ça y est. Du coup, ensuite, bon, on arrive au terre. Vu qu'on a poussé le squat et le bench, il arrive au terre, il est fatigué. En plus de ça, la prépa, elle a été catastrophique sur le deadlift. Il faisait que de s'ouvrir la main. Sa main, elle faisait que de s'ouvrir. Donc, il avait totalement perdu confiance en son grip. À chaque fois, il regardait ses mains. À chaque barre. Dis-toi, on est passé à 70. Il regardait déjà ses mains. On n'est pas en hook, on est en mixte. On n'est pas en finger, on est en mixte standard. Et du coup, il regardait ses mains à chaque fois. Donc, j'ai essayé de lui parler un peu et de lui dire, Juju, là, c'est pas le moment. C'est pas le moment de réfléchir. C'est pas le moment de penser à tes mains. C'est pas le moment d'avoir des doutes. On y va à 200%. Première barre, malheureusement, il appréhende de fou. Donc ça fait que on ouvre à 2,62,5. Je m'attendais à ce qu'elle vole, qu'il l'envoie dans l'autre galaxie.
Malheureusement, bah, avec l'appréhension, il est lent à 2,62,5. Le plan, c'était de faire 2,62, 2,82. Et Ouais. ensuite, en dernière barre, aller jouer le haut du panier, tu vois. Donc, je vois ça 2,62. Et comme je connais Juju, je sais que il a pas plus que. Sur le moment, il avait pas plus que 2,75. Donc, je décide de mettre 2,75 en deuxième barre, qui passe à la mort de chez mort. L'appréhension des mains, plus la fatigue globale de la compétition, c'était un peu compliqué. Donc je me dis, bon, je vais quand même l'envoyer sur une troisième barre parce qu'au final, c'est la fin de sa saison, tu vois. On va pas rester sur 2 sur Bien 2 sûr. et arrêter et partir à autre chose, tu vois. Donc je me dis, vas-y, on va aller chercher la troisième barre. On a mis 2,80. Franchement, ça m'a surpris qu'il dépasse les genoux. Il a les locks et puis après, son grip l'a lâché. Du coup, au final, on finit avec un total à 660. Et PR plus son meilleur terre en comp, c'était combien? 2,80 piles. Ok. Donc, on finit avec un compère de 7,5, 660 kilos de total. Franchement, c'est extrêmement satisfaisant. On a fait trois Ouais, compètes en 74. On a fait trois compètes en 74. Et à chaque fois, le total, il augmentait. Première compète, on a fait 6,40. Deuxième, on fait 6,52 et demi. Et là, la troisième, on fait 6,60. c'est Donc, on bien. va pouvoir commencer la prochaine saison avec vraiment du gaz, hein, entre guillemets. On va le renvoyer en compète départ pour choper une qualif. Cette fois-ci, essayer de choper une qualif en groupe A. Et puis voilà. En plus, niveau poids, il a un peu de marge, non? Ouais, en gros, il s'entraîne en général à 74,3, Ouais, 74,4. ça va. Donc ça fait quelques petits kilos qu'on peut aller grappiller. Ouais. On peut aller chercher un bon 75 kilos, même peut-être 75,5. Comme ça, après, on a un petit protocole et puis voilà, tu vois. Ensuite, Karl. Donc Karl, franchement, on est parti se battre. C'était la bataille. Donc pour t'expliquer un peu le parcours de Karl, c'est Karl au France Junior. On allait au France Junior, on était cassé. On était à Mhm. 85% cassé. On s'est dit qu'on allait quand même monter sur la plateforme, on allait quand même se donner parce que, un, bah, la compétition était chez moi et que deux, bah, il voulait me faire honneur, tu vois. Bien sûr. Donc, on est allé au championnat de France jeune. On a quand même battu son meilleur total. Il avait un meilleur total à 705. Là, il a fait 707,5 au France jeune, mais on n'était pas satisfait. On a été tellement handicapé pendant la prépa, on tournait à un seul squat, alors que de base, il en a trois. On avait même du mal au terre. Il y avait que le bench qui bougeait assez bien, tu vois. Et du coup, bon, voilà. Sur le coup, sur la plateforme, il me fait quelques petites erreurs techniques au bench. Pareil, sur le deadlift, il me fait quelques petites erreurs techniques. Mais c'était pas grave, tu vois. Moi, j'étais satisfait du fait qu'on soit monté, tu vois. On a quand même eu un passif, tu vois, qui fait que au final, même s'il était venu sur la plateforme, il m'a fait 650. Le simple fait d'avoir fait sa pesée et de s'être dit, je vais compétiter, bah, c'était suffisant pour moi pour être fier de lui, tu vois. Donc, on arrive, on se dit quoi? On se dit, on va faire les France Open coûte que coûte. Quoi qu'il en coûte, on va aller s'arracher aux France Open. On a réussi à faire une bonne préparation, on a réussi à régler tous ces petits problèmes qu'il avait au squat, on a réussi à rendre beaucoup plus on a réussi à mettre beaucoup plus au standard son développé couché et son deadlift, on a réussi à l'améliorer techniquement, tu vois. Euh, donc on arrive en compète, bon malheureusement premier squat essai pour manque de descente, alors que bah, depuis qu'on compétite, Karl et moi on n'a jamais eu ce problème de descente, tu vois. L'arbitrage était sévère, mais bon, il était juste. Du coup, on s'est dit quoi? On s'est dit, bon, on va pas être là à dire, ah, l'arbitrage, là, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme Ouais. ça ici, Ça te fait c'est pas ça sortir du notre mental. match, etc. Exactement. On s'est dit quoi? On s'est dit, bah, ils veulent qu'on descende plus, on va descendre plus et on va ajouter des kilos. Exactement. Donc, on finit au squat avec 262,5 kilos, sachant que son meilleur squat, c'était 260. Ensuite, on passe au développé couché. Développé couché, il me sort une belle barre à 165 kilos. Sachant que son meilleur bench était 160 en compète. Et au France, il m'avait fait 157,5. Donc au final, c'est encore une belle amélioration pour, les, pour le développé couché. Et ensuite, on part au terre. Au terre, on met 285 en opener. Il me la catapulte. Franchement, à ce moment-là, je me suis dit, mais ce mec va tirer 400 là. Carrément, je me suis dit, vas-y, je vais commencer à warm-up parce que je veux pas qu'un de mes élèves tire 400 avant moi. Donc il me fait une 2,85 torpillée. Ensuite, on met 300, un peu d'appréhension, je pense, et un peu de précipitation, qui fait qu'il y a un léger grind au lock. Et là, j'avais deux choix. Soit je joue la victoire groupe B en assurant une 302,5 ou une 305, ou soit on essaie d'aller chercher plus et on essaie de se faire kiffer, tu vois. On essaie de matcher la TPR à l'entraînement, donc qui était à 3,10, et qu'on essaie d'aller l'arracher sur la plateforme. En plus, avec 3,10, ça faisait 737,5 kilos de total. Et dans notre listing, bon, maintenant, il a été, avec les performances qu'ils ont fait dans le groupe A, il a été effacé. Mais on avait quoi en leader des moins de 83 juniors, si je dis pas de bêtises? Il y avait Célian avec 735 à l'époque. Donc on s'était dit, avec 310, ça nous faisait 737,5.
Et on s'est dit que ça pourrait être pas mal, tu vois, ça pourrait Ouais, le motiver, sachant que, tu vois, on est dans un sport où bah, on est seul sur la plateforme, et du coup, l'un des éléments de motivation, c'est les adversaires, les concurrents, etc., etc. Du coup, on s'est dit, vas-y, on va mettre 3-10, on va se faire kiffer, on va essayer de tirer dessus à la mort, et on va voir ce que ça va donner, tu vois. Donc, c'était soit ça, soit je mettais 305, du coup, pour faire 7,32 et demi, qu'il allait passer, bien évidemment. Et au final, ça allait nous assurer bah, la win, normalement, puisque Adam, derrière, il a tiré derrière nous à 3,15. J'avoue, il était en effort max quand même. Bon, après, je ne connais pas le profil, mais au visuel, j'avais l'impression qu'on était très proche de son top end. Il a tiré pour 7,30, du coup ça lui a fait passer devant Karl, et du coup nous on loupe 3,10 au verrouillage. Ça passe les genoux, ça va lock, il la perd au grip, et puis du coup ça nous fait 7,27,5. Ouais, du coup bah, le minimum monde il était à 7,30, donc on peut se ah, dire que ouais, on aurait pu assurer 302,5 et faire 7,30, mais je me dis qu'au final, bah, on l'a vu, bon on en reparlera après, mais on a vu dans les modalités de sélection pour les compètes inter, bah, il y a les franges jeunes qui comptent, et c'est surtout les franges jeunes qui comptent. bien sûr. Et du coup c'est aux franges jeunes qu'on va essayer d'aller chercher beaucoup plus que le minima. Surtout que le minima, ça veut tout et rien dire. Ça veut dire qu'on peut faire 7,30, mais s'il y en a 4 devant nous qui ont fait plus que 7,30, ben notre saison elle se termine là, tu vois. Donc au final, bon, je me suis dit autant aller tester 7,37,5 et puis aller se faire kiffer, tu vois. Ensuite, il y a eu qui d'autre? J'ai eu Michael Troy. Donc franchement, Michael Troy, je l'avais annoncé dans le dernier podcast, j'avais dit qu'il allait finir quatrième. Vous vouliez pas me croire. Là, je rigole. Du coup, Michael Troy, il a fait quatrième au France. Franchement, je suis super satisfait de lui. Vraiment super content. On a fait une belle prépa. Surtout qu'en fait, il a enchaîné 3 compétitions en Ouais. 3 mois et demi. À chaque mois, il avait une compétition. Donc, à chaque fois, on lançait un protocole d'intensité. Bon, c'était pas vraiment des pickings, mais on essayait de monter en intensité à un maximum. Et au final, ça fait que faire 3 fois cette méthode-là, et ensuite sortir une dernière compétition où il améliore encore son total, Ouais, à chaque c'est une folie. compétition, en plus, il rajoute du total. Eh, Exactement. À True Grit, il me fait 7,45. Ouais. Ensuite, on part à Huskov Meet, il me fait 7,65. Et là, on est au France, il me fait 7,75. Donc, franchement, que dire? Que dire? Donc au squat, on fait 2,72, 2,92. On match son meilleur squat en compétition. Derrière, je me dis, bon, elle passe dure la 2,92, mais vas-y. J'ai envie que sur la plateforme, sur la plateforme nationale, il déraque et il descende à 300. Malheureusement, il fait une petite erreur technique. Euh, il perd toute sa tension en bas et du coup, malheureusement, elle remonte pas. Mais bon, juste le fait d'avoir fait de 92 sur plateforme NAT, parce que c'est pas pareil qu'à Luskov Meet, tu vois. Luskov Meet, il était chez lui, il avait ses spotters, il avait son matériel sur lequel il s'entraînait tous les jours. Là, tandis que là, on avait fait un déplacement, on était en compétition nationale, il était avec les meilleurs de sa catégorie, donc je me suis dit, déjà rematcher le meilleur compère, sachant que c'est un client à moi qui stresse beaucoup, Mike, bah, c'est déjà une première victoire. Bench, on arrive à inscrire 82,5, 2,5 de plus que bah, son meilleur bench, hein. Il m'avait validé 180 au True Grit et il m'avait fait aussi 180 au Luskov Meet. Là, on a fait 182,5 qui passe avec un peu de marge. Il y avait peut-être 185, mais bon, 82 c'était le bon call. Ouais. Et ensuite, au deadlift, il me valide la fameuse barre des 300 kilos. Donc, franchement, je suis vraiment 100% satisfait de sa compétition. En plus, une quatrième place, Ouais, c'est franchement, ça, parce que en plus cette 300, elle a une saveur, parce que bon bah déjà c'est 300, c'est une barre vraiment mythique, et en plus elle lui fait passer quatrième, parce qu'en fait vraiment entre le quatrième et le huitième, il y a 5 kilos d'écart. Donc en fait cette exactement. barre, elle signifie tout. Soit t'es dernier, soit tu la passes, tu valides 300, en plus t'es quatrième. Exactement. Et du coup, il l'a passé, il l'a torpillé. Donc franchement, je suis bien content. Sur le moment, il y avait peut-être une 305, mais comme tu l'as dit, hein, c'était le bon call, c'était Ouais, bien parfait. sûr. Donc là, au moins, ça nous fait repartir en préparation, enfin, en bloc, enchaîner des blocs là, avec beaucoup de confiance en se disant, on a passé 300 avec marche sur une plateforme. Donc j'espère que ça va le débloquer psychologiquement et j'espère que ça va l'aider à aller chercher les plus grands, hein, parce qu'il a une place du podium et on l'espère. Du coup, Exact. je switch directement sur Sosa, qui lui était du coup une marche au-dessus. Troisième place. Franchement, Sosa, on était venu, j'avoue, pour essayer de faire le match pour la deuxième place. J'y ai cru sur la troisième barre au terre, hein. S'il avait l'Ox à 3,22,5, bah, on était potentiellement sur le moment deuxième, même si Brutus allait faire un changement de barre, etc. Mais bon, malheureusement, il la manque à rien. Mais après, ce qui est important de noter, c'est que la meilleure barre à l'entraînement de Sosa, c'était 3,15. On avait passé une 3,15, et donc ça veut dire passer de 3,15 à 3,22,5 et presque la verrouiller, bah, c'est déjà une grande satisfaction, tu vois.
On a tenté le tout pour le tout, hein. On a fait 300 en deuxième barre et 322,5 en troisième pour tout tenter et tout arracher. Donc franchement, je suis extrêmement satisfait parce qu'avec 300 au terre, bah, il inscrit quand même un total à 861. Mm. Ce qui fait que bah, il y a une énorme amélioration. Parce qu'à ses derniers championnats de France, il avait fait 825 de total. Mm. Et à la compétition qualificative pour les franches, à l'ACMA, il avait fait 835. Ouais. Et en plus sur ça, il avait tendance à toujours rater un squat. Là, il m'a fait un 3 sur 3 au squat avec une tentative de record de France au squat qu'on a détenu pendant une minute Ouais, à c'est ça, exact. 335,5. Au développé couché, bah, l'année dernière, il avait déjà mis 2,20,5. Et ensuite, bah, il a été repassé par Nicolas au championnat du monde. Il a Ouais. fait 2,22. Là, on arrive à faire 2,25,5. On arrive à sécuriser encore une fois le record de France au développé couché avec un joli 3 sur 3. Sachant que le développé couché pendant le picking, il s'était un peu endormi. Le bloc avant le picking, donc le bloc d'accumulation, il était vraiment correct. Hein. Sur ça, il m'avait sorti un joli 3x3 à 210 au bench. Donc on s'était dit, bon, potentiellement, il va pouvoir aller nous chercher une belle 2,35, 2,32,5 avec un bon picking. Mais bon, pendant le picking, il y a eu quelques petits problèmes. Mais bon, au final, on arrive quand même à sortir une belle de 25,5. Donc Mm. franchement, je suis extrêmement satisfait du match de Sosachir. Ensuite, du coup, on rebondit sur bah, mon dernier athlète, hein, parce que je vais pas revenir sur moi puisque j'ai déjà parlé de moi juste avant. Donc Bobby. Donc franchement, Bobby, on a fait 900. Donc ça, c'est le quatrième français. C'est une donnée assez intéressante que la FF Force m'a donnée en DM sur Insta, que Bobby, c'est le quatrième athlète français all-time à franchir la barre des 900 kilos. Ouais, du coup, Donc il y a eu franchement, toi. c'est déjà pas mal. Ouais, du coup, il y a eu Ouais, toi, le deuxième ouais, il y a Nicolas eu Perrault, moi, Romuald Massé Romain et Massi Bobby. et Bobby. Et du coup, ça fait que au final, c'est déjà bien. Il rentre un peu dans l'histoire du sport français. Mm. Maintenant, au vu de la préparation, parce qu'il faut noter que bah, Bobby, pareil que Sosin, le bloc avant le picking, il était tout feu tout flamme. Il m'avait fait 6 reps à 3-10, t'avais mal au crâne, même moi j'avais jamais réalisé cette performance. Donc tu le projetais sur un bon squat, un très bon squat, sachant que Bobby, ben, je l'avais expliqué dans le podcast avec Alexis, mais Bobby c'est le volume qui le fait péter, lui, entre guillemets. Et du coup, ben, tu te dis, ah ouais, ok, Bobby il va sortir du sale. Malheureusement, entrée de picking, grosse douleur au dos pour Bobby, ça fait une semaine sans entraînement. Retour à l'entraînement, c'est un peu compliqué, c'est lourd. Les bras sont douloureux, la hanche est douloureuse, le bas du dos est douloureux. Donc franchement, on a essayé de serrer les dents. On a revu à la baisse un peu les objectifs de fin de pic. On avait pour objectif de faire un 3x3 à 3,20 et de finir le picking sur une single à 3,45 qui était du coup sa deuxième barre. Mais bon, au final, on a revu ça à la baisse. Le 3x3 est devenu un 1x3. Il n'était pas en forme, c'était vraiment compliqué le squat. Du coup, on arrive sur la plateforme. Premier opener. Dès l'opener, tu sentais que on n'était pas sur du Bobby Prime. Deuxième barre à 3,45, Bobby il la déraque mal. Ça veut dire qu'au lieu de la placer correctement, il la place plus haute. Et vu qu'il la place plus haute, le ressenti est plus lourd. Vu que le ressenti est plus lourd, automatiquement, tu appréhendes. Ouais. Donc tu limites un peu ton amplitude. Ça nous a saqué, hein, du coup, overturn. Ensuite, il retake la 3,45. Bon, au vu du retake à 3,45, tu te dis, il y avait potentiellement 3,50 qui était son meilleur squat réalisé en compétition. Ensuite, on passe au bench. Bah, pareil, le bench, hein, donc, comme je disais, ses bras, il avait des grosses douleurs nerveuses au bras qui ont fait que bah, la prépa au bench a été compliquée. On finit quand même sur un 3x1 à 2,30. Mm. Donc, on sait que 2,30, c'est une barre qui va passer tout le temps. Donc, c'était potentiellement la deuxième barre. Donc, un opener à 2,20 qui passe bien. Une deuxième barre à 2,30, on voit un petit décalage du bras gauche. Du coup, c'était le bras qui souffrait le plus. C'était le bras gauche, ouais, il me semble. Mm. Et du coup, bah, on tente quand même de 35. Malheureusement, ça passe pas. Ensuite, au deadlift, première barre, deuxième barre. Pareil, le deadlift sur une single à 2,95. Il me dit qu'il a senti l'impression que son dos, il allait se tuer. Il allait se tuer s'il finissait la rep, donc il l'a lâché. Et donc, ça fait qu'on a eu pas mal d'appréhension sur le deadlift. On l'avait placé en SBD sur calibré. On l'a rebasculé le deadlift le mardi en Mm. isolé. Et donc, au final, ben, on finit sur un 2x1 à 320. Donc au final, ben, sachant que à la dernière prep, il finit sur une single à 3,30. Donc tu vois qu'au final, il n'est pas dans sa meilleure des formes. Du coup, on finit sur 3,25 pour assurer, parce qu'au début, on voulait mettre 3,32 pour répondre à HC. Mais bon, il y avait un match à gérer. Il y avait Charlie qui était tout feu, tout flamme. Donc on a préféré assurer en mettant 3,25 pour assurer les 900 kilos. On finit à 15 kilos du minima international.
mais ce n'est que partie remise. Cette compétition, elle a affamé Bobby, et j'ai aucun doute sur le fait que ben, on va revenir enflammé. On va régler le problème de sa hanche, on va régler le problème de ses bras, on va repartir sur du volume, et vous inquiétez pas, on va avoir un Bobby Prime à la prochaine compétition. Exactement. Ok, bon bah super, on a fait le tour, franchement excellent. On reviendra peut-être un petit peu dans les matchs, on va prendre toutes les catégories, on reviendra peut-être un petit peu dans les matchs après. Du coup, bon, on va commencer par les filles. Enfin, je pense pas qu'on va parler de toutes les catés, parce qu'il y a des catés où il n'y avait pas forcément de match, mais une caté qu'on attendait, enfin je pense que tout le monde attendait et que nous on attendait aussi, c'était la catégorie moins de 76. Du coup, on en avait parlé un petit peu. Et finalement, bah, ça s'est soldé par une victoire de Laura qui a battu Clara. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé du match un petit peu Franchement, le match, il était ouf. Mhm, Franchement, je m'attendais à une belle compétition. De toute façon, c'est deux athlètes qui sont vraiment extrêmement compétents. mhm. Euh, et vraiment, je me suis dit, bon, le match, il va jouer à rien, tu vois. Ouais, Au final, il s'est joué, comme je l'ai dit, à rien, hein. Au squat, je t'avais dit, c'est la personne qui empare le squat. Dans le dernier podcast, je t'avais dit, ouais, la personne qui s'empare du squat, autant pour moi, bah, s'empare du match. Bah, du coup, j'ai eu faux. ouais, Parce que c'est Clara qui est sortie avec le squat à 197,5. Laura, elle a fait 192,5. Ensuite, Laura sort 145 au bench. ouais, Clara Perrault, elle sort 125. ouais. Et ensuite, Laura sort un beau deadlift à 2,35. Et Clara doit tirer sur 2,50. Il me semble qu'à World Open, Clara avait tiré sur 2,47,5, si je dis pas de bêtises. Il manquait Elle pas l'avait grand-chose. presque verrouillé, elle l'avait perdu au grip à la fin. Donc, je m'attendais quand même à ce que la 2,50 puisse passer. Mais je pense que, bah, malheureusement, avec la pression, etc., Mhm. elle n'a pas pu passer la dernière barre. Et du coup, ça reste un match, franchement. C'est l'un des matchs, franchement, je le mets dans mon top 3 des plus beaux matchs de ces championnats de France-là. Ouais, parce que bah, les deux athlètes sont déjà au-dessus du record de France qui était à Exactement. 555,5. Et du coup, bah, Exactement. Laura fait 572 et Clara fait 557. Donc vraiment Ouais, un gros match. très très Et bon match. un truc, voilà, je pense que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Laura prime au terre. Et bah, je pense que c'est ça qui a fait la différence. Elle a su bien aligner son terre et du coup, ouais, ça a fait Effectivement. la différence Et en directement. plus, il y avait pas mal de marge sur son dernier Ouais. deadlift. Ah ouais. On peut penser potentiellement à peut-être une 2,42, mais après, il fallait jouer la sécurité, Ouais, hein. bien sûr, bien sûr. Disons-le. Franchement, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de revenir un peu. Mais les gars, quand vous allez en compétition à l'échelle nationale ou internationale, c'est plus ah, mon PR est à temps, je veux Bien faire sûr. tant. Non, 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 là c'est le match. Si ton PR il est à 335,5 kilos et que pour gagner tu dois faire 302,5, ben on va te mettre 302,5, Bien tu sûr. vois. Mm. Il vaut faire une 302,5 avec marge que risquer d'aller faire une 335, perdre parce qu'au final on pensait avec l'ego, tu vois. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça que, parce que souvent j'ai pas mal de mes clients, de nouveaux clients ou de DM sur Insta qui me disent ah pourquoi t'es pas allé au max sur ça, ou ah pourquoi Rico à cette compétition-là il est pas allé au max sur ça, pourquoi Jeanne nanana, parce qu'en fait il y a un match, Mm. et mieux vaut revenir avec la médaille, la plus haute médaille qu'on peut choper, plutôt que revenir avec un ah j'ai ATPR. Non, Ouais, ATPR c'est très bien, c'est excellent, mais une médaille c'est beaucoup mieux. exactement. Ouais, ouais. Bon, bah voilà. Ensuite, chez les filles, il y a un autre match que tu voulais aborder. Euh, Moi, je voulais parler un petit peu du match de Noémie, parce que franchement, j'ai été surpris. Honnêtement, avant le match, je la voyais pas gagner, parce que Émilie était inscrite déjà avec un total beaucoup plus important. Et surtout, bon, je sais pas si Noémie cachait un peu ce qu'elle mettait sur Instagram, mais on la voyait mettre des squats à 50 kilos, etc. Et je me disais, ça va être compliqué. Et finalement, bah, encore une fois, elle nous a prouvé que c'était une grande athlète et que dans les moments présents, bah, elle répond, puisque bah, elle a été championne, je crois, pour la sixième fois, championne de France, je crois, pour la sixième ou ouais, septième fois, je me souviens plus. Donc, la sixième. bah, voilà, donc j'ai été bien surpris par ce match. Donc, voilà. Bah, moi, j'avoue, je m'attendais à ce que Noémie gagne, parce que l'expérience triomphera Ça fait une toujours, tu énorme vois. différence, exactement. Ouais. Exactement, il y a l'expérience de Noémie, et franchement, elle y est allée tranquillement, et même en y allant tranquillement, elle a réussi à Ouais, c'est ça. choper le titre. On est quand Je suis même content. loin de son total prime, hein, parce que Oui, son total bien prime, je crois sûr. que c'est 4,54 ou Ah ouais, 2, 4,54. 4. Là, elle fait 4,17, donc on en est loin. Mais Ouais, encore une fois, bah, il fallait gagner et elle a assuré ce qu'il c'est fallait ça. pour gagner. Exactement, Donc, elle a assuré ce qu'il fallait pour gagner, en exactement. changeant son opener au deadlift à la fin. Comme ça, avec l'opener au deadlift, elle repasse devant, et ça force Emily à prendre des risques. Mhm. Emily qui fait un jump de, il me semble, 15 kilos entre Ouais, sa c'est ça, première et sa deuxième 160, barre. 175 et qui reste sur Et l'opener. exactement, qui reste du coup sur l'opener, ce qui assure une victoire à Noémie. Donc je suis content, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir toujours voir Noémie à l'Inter. Ouais, Parce que c'est vraiment une athlète que, de toute façon, je l'avais dit à Sheffield, hein, c'est une athlète que je trouve vraiment, vraiment très très forte. Et vraiment, son expérience, en fait, se ressent sur la plateforme. Quand tu bah, la c'est vois ça. monter sur la plateforme, tu comprends que l'expérience
il est là, il est présent. Et Ça, du ça coup, ça fait fait, que. ça fait 8 ans qu'elle est sur des plateaux inter, donc Ouais, bah ouais, non, l'expérience, c'est elle ça, est exactement. Du coup, je suis incroyable. content. Ça veut dire qu'aux Europes, à Malaga, on va pouvoir la voir encore à les matchs les plus grandes. Ouais. Il y a un autre match que tu voulais aborder, parce que sinon, après, il n'y avait Euh, pas énormément de surprises, hein. Ouais, non, c'est vrai. Non, franchement, on peut passer côté masculin tranquillement. Ok. Du coup, côté masculin, bon, on va prendre par le bas. Du coup, en 59, en vrai, bon, on avait pronostiqué. Je suis content. Ouais, Sur le top 5, on s'est pas trompé. On a donné le exactement. top 5 parfait. Du coup, Antoine Garcia, encore un record de France au squat et au bench. Donc, Ouais, excellent. Franchement, 2,23 au squat, super impressionnant. Voilà. ouais. Deuxième, Et du même- coup, Valentin. ouais, ouais, Valentin qui, franchement, ça promet, parce que bah, du coup, c'est en 2005. Donc, c'est sa première année junior. Et il est déjà sur le top. Donc, franchement, ça promet un bel avenir. Ensuite bah, c'est exactement ce qui s'est passé avec Brian. On pronostiquait dans l'épisode précédent que Brian allait peut-être manquer un petit peu d'expérience parce que c'était que sa deuxième compétition. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti pendant le match, puisque du coup, je gérais Alan. Je pense que Brian, intrinsèquement, il était peut-être un petit peu plus fort que Valentin. Mais bah, niveau expérience, en fait, ça lui a coûté beaucoup de kilos. Et c'est ça qui le fait arriver sur la troisième place. Mais franchement, ça promet vraiment un bel avenir, parce que bah, c'est un athlète qui vient de commencer et qui est déjà très fort. Donc super. Ensuite, Julien quatrième et Alan cinquième. Donc on avait donné le top 5 parfait. Donc voilà. ouais, nickel. J'avoue que franchement, Antoine Garcia, il a régalé sur cette D'accord. compétition. Je sais que bon, le deadlift, il aurait aimé faire partie de la bataille pour le record de France, mais je doute pas que aux Europes, bah, il va aller chercher ce record de France. Bon, il va aller jouer le match, et si le match lui le permet, bah, je pense qu'il ira prendre sa revanche et qu'il ira tirer sur le record de France pour le récupérer. Il me Ouais. semble qu'il était à lui à 255. 255 c'était lui. Et du Ouais, coup, bah, là, pour le ouais, récupérer à l'Inter, il faudra qu'il mette 262,5. Parce que du ouais, coup, là, il est à exactement. 261. Voilà, ensuite en 66, du coup, bah, une des grosses performances du coup de ces championnats de France, Pana qui du coup bat le record du monde au total. Enfin, pas officiel, mais qui est au-dessus du record du monde. Et donc voilà, une de ses plus grosses performances des championnats de France. Et moi, un truc qui m'a impressionné, c'est le bench. Le bench, j'avoue, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit à ce niveau, parce que bah on l'a déjà vu être un niveau très important à l'entraînement, mais du coup bah, forcément avec le water cut, alors, en compétition il est impacté, et là le bench a répondu présent avec 178, donc voilà une de ces grosses performances des championnats de France. J'avoue que moi, Brandon Vigouroux, je m'attendais pas à le voir tenter le record de France Ouais, en troisième barre au développé couché à 176,5 il me ouais semble. c'est ça. Pana Ouais, passe 76 en 176. deuxième barre, lui il recolle 76,5 en troisième barre. Ouais, j'avoue que c'est vraiment, franchement, ça montre que le niveau en 66 il commence à monter. Ouais Il me c'est semble ça. que Brandon il finit à 651. Ouais c'est ça, 51,5. Ouais. Sachant que, comme on l'avait dit l'année dernière, au podcast dernier, quand on parlait de la performance d'Agatha, ben, il y a 2 ans, au championnat d'Europe, ben, le champion il finissait avec 6,22,5. Ouais. Donc ça montre que le niveau en France, ben, dans cette catégorie, il commence à grossir derrière du coup la tête d'affiche. Ouais, on est encore loin de Pana, mais derrière ça commence un petit peu à monter, C'est donc c'est ça. bien, voilà. Après, du coup, les 83, je trouve. 74, non? Tu veux en parler? Bah, en vrai, je pense que revenir sur les KT où on avait mis un pronostic Ok, ou ok. qu'on avait tout, Vas-y, ça c'était plus marche. intéressant Vas-y, plutôt que ça de faire, marche. bah, c'est un peu ce qu'on avait fait pour les Europes et ça Ouais, c'était avait c'était trop long. désintéressé les gens, tu vois. Du coup, bah, je pense, bah, après, quand même, moins de 74, mention spéciale au match entre la première et la deuxième Ouais, c'est place. ça que je Il voulais était dire. ouf, Gros, gros ça match. s'est joué jusqu'à la dernière Ouais. seconde. Le lock de Guillaume, moi, je pensais qu'il était bon, qu'il allait avoir le down. Il a pas eu le down et il a perdu la barre au grip. Je me suis dit, oh la folie. Franchement, c'était un très très beau match, donc vraiment big up au match des moins de 74. Voilà. Ok, bah du coup, en moins de 83, du coup, Paul qui s'impose, enfin, qui prend le titre en 83. Ouais. Du coup, bon, on avait pronostiqué un petit peu Yanis, mais apparemment, la préparation s'est pas passée comme prévu. Et Ouais, Yanis a bah, pas pu l'ISCO, afficher un niveau intéressant ce jour-là. bah, pour la petite anecdote, au championnat du monde en Lituanie, bah, quand on a fait le test de sélection équipe de France, enfin le test de sélection plutôt, le stage équipe de France pour qu'on s'habitue tous au matériel qu'il y aura au Mhm. championnat du monde, etc., etc. Je parlais un peu avec Yanis, qui me parlait déjà un peu de son ischio, tu vois. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui traîne depuis un petit moment, et du coup, bah, je pense que là, il a atteint son prime de la douleur.
puisqu'il est arrivé sur la plateforme en sumo, tu vois. Ouais. Alors que Yanis, c'est un deadlifter en tradi, donc je pense vraiment que sa douleur à l'ischio a dû pas mal fortement l'handicaper. Mais bon, ça n'a pas empêché de sortir un bon bench. Ouais. Donc je lui souhaite un bon rétablissement. Enfin, on lui souhaite un bon rétablissement. Et on a hâte de le voir l'année prochaine encore plus déterminé. Et je l'espère pain-free. Ouais, et du coup, bah, derrière, on a Guillaume Parisot qui après tire pour la gagne sur le dernier terre. Bon, malheureusement, ça passe pas. Mais quand même, un beau total, hein, 7,70 en 83, ça reste solide. Voilà. Et puis après, bah, 93, du coup, on avait fait les pronostics sur le podcast d'avant. Bon, du coup, on avait pronostiqué Rico premier, mais malheureusement, un petit pépin, il n'a pas pu participer. Et du coup, bah, après, derrière, Ouais, on a eu Guillaume qui, du coup, s'empare du titre de champion de France. Donc, bah là aussi super content parce que du coup bah déjà c'est un Uscovien qui rapporte le titre à la maison et puis bah on sait qu'il bosse dur à l'entraînement et là bah ça paye pour une fois. On sait qu'on voyait sur des niveaux impressionnants depuis 2 3 ans mais on avait du mal à concrétiser en compétition et là il a réussi à concrétiser et du coup bah il repart avec le championnat de France avec le titre de champion de France. effectivement, franchement, le match des 93, bah malheureusement, bon, Rico, il n'a pas pu participer, mais tant ça va, il a rien de très grave, donc ça veut dire que il se voit déjà aller tout casser en 2025, ce que je Mhm. lui souhaite à la mort, hein. De toute façon, Rico, bah, on le sait, hein. Bref. Du coup, ensuite, Guillaume qui s'empare du titre, franchement, j'étais content, j'étais vraiment heureux, super satisfait pour lui, super content que le travail qu'il met, parce qu'en vrai de vrai, pour la petite note, je pense pas que vous le savez, mais Tyson, il habite très 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 loin du Scov. T'as l'impression qu'il vit même pas en Île-de-France tellement il est loin. Il met facile 1h30 à venir jusqu'au club, et ça l'a pas empêché pendant cette prépa de venir le mardi et le samedi. Le mardi, on faisait notre deadlift lourd ensemble. Le samedi, il revenait pour faire un SBD. Et franchement, ça montrait qu'il avait la flamme, que cette prépa-là, elle l'a fait énormément prendre en maturité. Enfin, c'est même un peu ce qu'il me disait, hein, que cette prépa l'a fait prendre en maturité et réaliser vraiment qu'il est capable de faire de grandes choses. Donc je lui le souhaite et j'espère que ben, ça va pouvoir se concrétiser tranquillement. Ensuite, deuxième place, Gabriel Beg. J'avais pronostiqué, ben, au final, on va dire que le deuxième qu'on avait pronostiqué, ben, c'est le premier, que Ouais le ouais troisième qu'on avait, etc. Du coup, j'avais pronostiqué Renaud Pierre en deuxième place. Vu que les deux avaient l'avantage au deadlift, Tyson et Renaud Pierre. Mais au final, c'est Gabriel Beck qui finit deuxième avec un total à 812,5. Il améliore quand même son meilleur total de 2,5. Franchement, une des performances qui m'a le plus surpris, parce qu'au final, je m'attendais pas. Par exemple, quand j'ai vu son deuxième bench à 207,5, quand j'ai vu qu'il a colle 2,15, je me suis dit, ça va être compliqué. Mais malgré ça, il nous sort une 2,15, 3 blanches. Franchement, un travail magnifique. Deuxième barre à 2,95 qui se fait refuser pour manque d'amplitude. Il revient, il rajoute 5 kilos, il fait 300 et il la passe 3 blanches. Franchement, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment très 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 impressionnant et vraiment c'est un athlète qu'il faut noter, hein. Il vient de la Réunion, ça veut dire il se tape des heures et des heures ouais, d'avion pour venir compétiter sur la plateforme et franchement ouais. impressionnant de fou. Ensuite, Renaud Pierre troisième avec 805. Donc au final, ben, il finit troisième car il tente le pool pour la Pour avoir première le titre, place. ouais. Je pense qu'il était venu pour ça, hein. Il n'était pas venu pour la Ouais, ouais, bien deuxième. sûr. Un peu comme... non, j'allais sortir un mauvais exemple, autant pour moi. Donc ouais, il vient pour tenter... Ah ben, un peu comme Enaoru, plutôt au championnat d'Europe en Croatie, qui tente le pool pour la première place et non pas pour la deuxième. Et donc au final, il loupe le pool pour la première place et du coup, il finit à la troisième position. Du coup, ben, Gabriel, je pense que Renaud Pierre, il était là pour la first, hein, il était là pour rien d'autre que la première place. Et donc, au final, grosse mention à lui parce Ouais, il nous son a poussé dans deadlift, nos derniers retranchements, j'ai son envie de dire. deadlift était incroyable, vraiment. Et Ouais, en plus, franchement, vraiment incroyable. 3,65,5 derrière, il manque pas grand-chose, hein. Et Il manque rien. Je pense vraiment, 5 kilos de moins, ça passait. ouais, vraiment énorme 3,60, 3,5, ça deadlifter, hein, passait. vraiment. 3,61, ça passait. Mm. Voilà. Ensuite, en 105, du coup, on avait, bah, il y avait deux matchs entre guillemets dans le match. Il y avait le match pour la première place avec Eliam et Corentin qui étaient vraiment au-dessus du reste. Et puis ensuite, bah, comme on en parlait dans le dernier podcast, du troisième enfin, du troisième jusqu'à la fin du groupe A, tout le monde était quasiment sur le même niveau. Et du coup, au final, bah, c'est Corentin qui s'empare du titre. On en avait parlé dans le dernier podcast. Je pense que là aussi, l'expérience a fait la différence parce que bah, Eliam,
c'est sa deuxième participation au championnat de France. Corentin, je crois que ça doit être sa septième ou sa huitième, donc forcément beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus d'expérience. C'était quand même un match serré, hein, puisque Eliam tente le pull au deadlift pour la victoire. Il manque pas grand-chose, mais malheureusement ça passe pas. Et du coup, voilà Corentin qui prend le titre. Ouais. Comme on l'avait pronostiqué, on avait vu Corentin en first, on avait vu Eliam en deux. Ensuite, en troisième, bon, on n'était pas objectif, on avait parlé du score. Mais à la troisième place, franchement, il y a eu un renversement parce Ouais, que ouais. celui qui était troisième à 8-15, malheureusement, il a Il a pu valider galé. aucun squat. Ouais, ouais. Et du coup, ça a relancé un peu le match pour cette troisième place. Bon, malheureusement, HC n'a pas pu assurer sur les développés couchés, n'a pas pu assurer sur le Squat squat. aussi. Du coup, ça l'a éloigné un peu de cette troisième place. Pareil pour Luc, troisième squat qu'il manque, troisième bench aussi qui manque. Du coup, ça fait que les deux n'ont pas pu, entre guillemets, s'emparer de la troisième place. Et le troisième, donc Ronan Foucré, Ouais. franchement, Grosse performance, hein. 820 kilos de total, 9 sur ça, 9, ça a déroulé, hein. Franchement, franchement franchement, c'était beau c'était à voir. pas mal du tout. Ouais, Donc vraiment, pas mal du tout. Félicitations à eux. Donc Hughes et lui pour ce travail. Parce que sortir 8-20, quand au qualif, tu sors déjà un PR à 800. ouais, ouais. C'était un PR sur la plateforme de compétition. Et là, tu reviens un mois, 2 mois après. Ah non, c'était en juillet, autant pour moi, je crois. Là, leur compétition qualificative. Donc 3 mois après, tu arrives. Non, 3 mois. Je sais plus compter, mais bon. Ouais, enfin, Quelques pas mois plus longtemps. tard, tu reviens, tu fais un 820, tu Ouais, rajoutes 20 kilos à ton meilleur total. Franchement, incroyable. Tu t'empares de la troisième place. Franchement, rien à dire. ouais, Incroyable excellent, ce match. excellent. Voilà, et puis après, au niveau en moins de 120, bah, du coup le match pour le podium. On parlera de la première place après, mais pour revenir un petit peu sur le match de Sosa, on savait que Brutus était au-dessus, mais pour vraiment motiver Sosa, vraiment c'était l'objectif qu'on s'était tous fixé au club, on parlait tous de cette deuxième place à Sosa, et en fait ça c'est un truc, je voulais revenir dessus, quand on commence la compétition sur les openers, je crois que Brutus a genre 70 kilos d'avance sur Sosa. Et au final, Sosa sort une compétition parfaite jusqu'au dernier terre. Et en fait, au final, au dernier terre, il tire sur une barre qu'il n'a pas levée, mais il lui manquait pas énormément pour au final voler cette deuxième place. Et en fait, bon, certes, derrière, il reste une troisième barre à Brutus, mais en fait, quand tu tires, ça te met une pression, tu vois. Ça te met une pression dans le sens où tu dois réussir cette troisième barre. Et c'est pour ça que vraiment, sur une compétition, il peut tout se passer. Enfin, on pouvait voir sur les réseaux sociaux des performances vraiment impressionnantes de Brutus, mais vraiment, la compétition, bah, tant qu'on n'est pas sur le plateau, vraiment, il peut tout se passer. Et du coup, bah, ne jamais entre guillemets, enterrer les gens avant la compétition. Exactement, c'est important de notifier ça. Parce qu'en fait, dans un match, tu as 9 essais pour que tout se Exact. passe. Parce que si les matchs devaient se tenir à ah ouais, lui il est plus fort, donc point, c'est lui qui va gagner, il y a beaucoup de grosses compétitions, il y a eu des gros renversements où personne ne pouvait y croire. Ouais, ouais. J'ai en tête deux compètes, hein. Par exemple, les premiers championnats du monde Open de Jade, elle était sur le listing inscrite cinquième. Au final, on se bataille pour la première place et on a une deuxième place à 0,5 kg de la première place. Mhm. Ensuite, j'ai aussi en tête le match Russell Horry contre Kingamu. Kengamu. Donc Russell Horry était vu comme le grand champion. Et au final, Kengamu, il a déroulé. Il a fait ses 3 essais au squat, il les a réussi. Il a fait ses 3 essais au bench, il les a réussi. Ensuite, il allait chercher son terre. Du coup, Russell Horry qui loupe son troisième squat, enfin qui se fait overturn sur son troisième Mhm. squat, au final, ça ouvre une porte et au final, Jurins qui la chope, tu vois. Donc ça veut dire qu'en gros, dans une compétition, rien n'est joué. Un athlète peut buller, un athlète peut être en méforme, un athlète peut totalement se louper, un athlète peut s'être blessé pendant la préparation, ou tout simplement une stratégie de match peut ne pas avoir fonctionné. D'un autre côté, une autre stratégie de match a pu fonctionner davantage, et au final, ça fait qu'il y a des matchs partout. C'est pour ça qu'il faut, comme tu l'as dit, n'enterrer personne. Ouais, vraiment, bah, du coup, pour avoir géré le match de Sosa, moi, c'est un des matchs que j'ai le plus kiffé gérer parce que c'était vraiment incroyable. Sosa, il était prime sur tous les mouvements. Et en fait, la stratégie, c'était pas regarder la concurrence jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, enfin, jusqu'au dernier terre. Vraiment se concentrer sur ce que nous, on est capable de faire. Et au final, bah, le match a déroulé et on a eu une opportunité pour tirer dessus. Il manque pas grand-chose. Mais du coup, l'année prochaine, il faudra compter sur Sosa. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, ça revient un peu sur ce qu'on disait dans le dernier podcast. Pour la gestion d'un match, en gros, on expliquait que. Attends, il y a un trou de mémoire.
Parce qu'on a déjà parlé un peu de ça indirectement. Ah oui, on parlait du match de Sosa et Brutus, comme quoi des fois, il va falloir aller chercher plus loin que les records de France, Ouais, c'est ça. etc., etc. En fait, je veux revenir sur un autre aspect du match, c'est qu'en fait, un match, ça se joue pas dès le squat. Ouais, Un match, ça se joue pas dès les openers. Un match, ça se joue qu'arrivé au terre. Il faut construire un subtotal le plus c'est gros ça. possible, avec le moins d'échecs possible, arriver avec un 6 sur 6 sur le développé couché, sur le soulevé de terre, et là, tu commences à regarder qu'est-ce qui est faisable. Si tu commences à jouer ton match dès le squat, bah ça peut te faire faire des trucs bêtes. Ah, tu vois Brutus par exemple, on reprend le même exemple, hein. Tu vois Brutus à 70 kilos d'avance sur Sosa, bah tu fais ouvrir Sosa 10 kilos au-dessus, au final tu lui fais rajouter 10 kilos sur sa deuxième barre, et au final il se rate, tu vois ce que Ouais, je veux ouais, dire. ouais. Si on s'était directement focalisé sur le match dès le début du premier squat, on serait mort. Si on cherchait à s'aligner directement dès le premier squat, on était mort. Construire le plus gros subtotal, c'est un peu comme ce qu'on a fait, enfin, ce que j'ai fait pour Tyson, bah, où tu m'as aidé énormément, bah, et que Glenn aussi nous a aidé énormément. C'est qu'en gros, sur le squat, on n'a pas regardé le total annoncé. On a fait ce que Tyson était capable de faire. On a mis 2,87 en deuxième barre, qui passe assez bien, qui nous ouvre la porte sur 2,92. Ensuite, derrière, au bench, on assure le 3 sur 3, ce qui nous permet d'arriver avec quand même un subtotal, sachant que Tyson a le deadlift, avec un subtotal quand même assez intéressant, qui nous permet de sécuriser, entre guillemets, au moins un podium, tu vois. Mhm. Et ensuite, là, arrivé au deadlift, là, on commence à aligner, là, on commence à mettre en place une stratégie, et là, on commence à aller chercher le titre, tu vois. Mhm. Ouais, c'est ça, la stratégie, ce sera toujours de prendre le maximum de kilos possible au squat et au bench. Toujours, toujours. Il n'y Exactement. a, y a pas Exact- de, y a pas Exactement. de, y a pas d'autre solution, ce sera toujours. Et du coup, bah, Sosa qui prend le record de France au squat, qui prend le record de France au bench, bon, au squat, qui le prend et qui se le fait reprendre par Nicolas, mais, et ensuite qui prend le record de France au bench. Je pense que sur enfin, sur les deux premiers mouvements, là, on prend tous les kilos possibles, on laisse Ouais, rien sur la table, et c'est ça qui nous permet derrière d'avoir potentiellement une chance de tirer pour cette place. Et voilà. exactement. Et enfin, gros big up hein, à Nicolas Perrault. Ouais, Il a sorti une incroyable. performance extraordinaire, hein. Franchement, il 935,5. continue à progresser à chaque compétition. Ouais, Franchement, incroyable. Incroyable. ouais, incroyable, incroyable. Parce que du coup, bah, record de France au squat, record de France au deadlift, record de France au total. Ouais. Euh, voilà, il n'y a rien à dire, hein, c'est Nicolas Il n'y a Perrault. rien, y a rien à dire d'autre. Franchement, félicitations à toi, Nicolas, si tu passes Ouais, par là. exceptionnel. Et puis bon, après, du coup, le match des plus de 120, bon, je sais pas si on va en reparler, on en a parlé quand on Non, a pas fait le besoin. match de toi et Bobby. Ouais, ouais, Voilà. pas besoin d'en reparler. Passons à la suite. Voilà, voilà. Du coup, on a fait le tour de ces championnats de France. Donc, bah, encore une fois, c'était vraiment exceptionnel. Donc, bravo à tous les participants, bravo aux organisateurs, etc. C'était vraiment exceptionnel. Et puis, bah, on espère que ce sera encore mieux chaque année, même si on est déjà sur un niveau exceptionnel. Du coup, là, on va aborder du coup la prochaine compétition de Stanley, qui sera du coup les Europes en mars. C'est ça? Mars? Ouais. C'est ça. Fin mars à Malaga en Espagne. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu bah, du coup, des objectifs de cette compétition? Et puis bah, après, tu nous parleras un petit peu de la stratégie que tu vas mettre en place pour performer à cette compétition. Bah du coup, là, comme je l'ai dit, hein, je l'avais expliqué dans le premier podcast qu'on avait fait, je t'avais dit que je mettais pas beaucoup d'intensité au championnat pour les championnats de France, pour être capable de reprendre le plus tôt possible et de ne pas être crevé. Moi du coup, bah à l'heure où on est en train de parler, bah j'ai déjà 2 entraînements dans les jambes. Tout à l'heure, je vais aller faire mon bench. Donc au final, ça a été une stratégie qui a payé entre guillemets parce que j'arrive à prendre le record de France au squat et deux, bah j'arrive à me remettre à l'entraînement sans être cassé, Ouais, c'est ce que sans j'allais être dire. totalement épuisé. T'étais Sans, beaucoup mieux qu'au sans monde là. être en mode à la rue, en mode j'ai mal partout, j'ai pas envie de bouger comme ça a été pour les mondes en Lituanie. Ouais. Donc ça fait que j'ai pu relancer ça directement. Donc là, le focus de ce premier bloc, là, ça va être un bloc assez court, un bloc de 4 semaines, où là, je vais vraiment me focaliser sur la renfo pour essayer de changer un peu du travail habituel avant de me remettre dans le circuit, parce que là, ce qui m'attend, ça va être haute intensité. Donc j'avais fini mes squats sur des doublés. Donc là, comme vu que j'ai parlé de plus d'intensité, bah, là, ça va aller chercher des singles. J'ai pour ambition vraiment d'aller chercher des gros singles et d'aller chercher à améliorer mon meilleur niveau. Comme ça, bah, arriver face au match, bah, j'aurai beaucoup plus d'armes dans mon sac à dos. Et ce qui va permettre du coup au coach de l'équipe de France d'avoir beaucoup plus de tranquillité dans la gestion du match, tu vois. Mm. Donc, vu que Temur il redescend en moins de 120, ça fait que en plus de 120 là pour les Europes, bah, il reste Coach 5 Axel. Cossack. Kochak, autant pour moi, Kochak 5, autant pour moi. Du coup, donc ça va être lui le match pour les Europes et ça va être un match pour le titre.
donc un titre européen. Donc ça veut dire que je vais y aller pleine balle, hein. Je vais pas je vais avoir aucune réserve et je vais rien négliger. L'idée, ça va vraiment être d'être capable d'aligner le maximum de kilos possible, de réussir le maximum d'essais possible. Bah, comme on le disait, essayer d'arriver sur le deadlift avec un 6 sur 6 pour vraiment créer la menace à Kochak. Parce que malheureusement, malheureusement, c'est la vie, hein. Il a le bench et il altère. Donc faut que j'arrive à, un, le distancer sur le squat, deux, pas prendre Trop de retard 50 sur le kilos sur push. le développé couché. À tout moment, il bench 2,50. Enfin, à World, aux Europes de l'an dernier, il avait tenté 2,47,5, mais à cause de son dos, il l'avait loupé. Mais c'était juste à cause de son dos. Du coup, il faudra que j'arrive à afficher un bench. Et donc vraiment, le focus de ces prochains blocs, ça va être le bench à la mort. Parce que je ne peux pas aller sur la plateforme européenne avec un bench à 2,20. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai fait 2,22,5 au championnat de France. Ça a été une perf, bon, ça a été une très grosse contre-perf, mais même 230 kilos sur la plateforme européenne, si je veux avoir une chance de choper le titre ou avoir une chance de vaincre, enfin, d'avoir ma revanche sur Kochak, bah, il va me falloir beaucoup plus que 230. Il va me falloir 235, 240, et pour ça, bah, j'ai des pistes. Euh, j'ai réanalysé mes derniers blocs, notamment le bloc où j'ai eu mon explosion au développé couché. J'ai vu qu'il y a pas mal de choses que je faisais avant que je ne fais plus maintenant, que je vais essayer de remettre en place et pas mal de variations, notamment le tempo bench qui a vraiment été un game changer à l'époque. Vraiment remettre ça tranquillement, bah, ça me permet de faire un petit rebond sur une petite parenthèse coaching. Les gars, s'il y a quelque chose qui fonctionne dans votre programmation Change rien. et que ça fonctionne tout le temps, ça sert à rien de la changer. C'est pas en mode ah oui, on va faire quelque chose de plus exotique. Non, le pause squat, ça te permet de déverrouiller 40 kilos sur ton squat. Bah, reste sur du pause squat. Va pas t'embêter à ajouter du tempo ou ajouter autre chose. Si ça fonctionne, si une variation fonctionne, utilise-la. Donc là, pareil, le tempo bench a été une variation qui a extrêmement fonctionné. Elle m'a permis de débloquer. J'avais passé 2,20, deux blocs, enfin 3-4 blocs avant, et j'avais commencé à mettre du tempo sur les 3-4 blocs suivants, et ça m'a permis de déverrouiller une 237,5 kg. Après, c'était pas juste le tempo bench, hein, il y a plein d'autres facteurs qui sont rentrés en jeu, et donc je vais essayer de recopier un peu ces facteurs qui étaient rentrés en jeu, et recopier un peu les variations et la manière de me programmer que j'avais mis en place à cette époque-là, pour essayer de ressortir le bench digne de ce nom. Parce que j'ai pas perdu de kilos entre les Europes et maintenant. J'ai pas eu de blessure handicapante. Enfin, j'ai les gènes du quotidien, mais ça, on est habitué. Mais donc, j'ai pas eu de blessure handicapante. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison que je ne sois pas capable de retrouver mon ancien niveau et même de le battre. Donc, l'objectif, ça va vraiment être de foutre une 2,40 à l'entraînement le plus tôt possible. Et, et ensuite, aller chercher davantage. Parce que même 2,40, c'est bien beau. Mais si je veux une chance de battre Kochak, sachant qu'il altère, il a 400 terres et moi, j'ai pas encore 400 terres, bah, il me faut un bench digne de ce nom. Comme ça, on va arriver au deadlift et on va pouvoir lui faire de la menace, lui mettre un pressing. Parce que j'ai pu lui mettre un pressing aux Europes, mais j'ai mis un pressing aux Europes parce que, un, il a baissé son opener au terre, et deux, il a raté son dernier bench parce qu'au final, il avait une douleur au dos. C'est-à-dire un Kochak Prime, c'est un Kochak qui est pour l'instant plus fort que moi. Et donc là, j'ai de maintenant jusqu'à mars pour devenir plus fort que lui. Et donc vraiment, je pensais qu'à ça, et j'aurais que ça en tête jusqu'au jour J. Ok, super. Bah écoute, franchement, j'ai hâte d'être là-bas. Voilà, comme d'habitude, tu sais, on sera là pendant la prépa et pendant la compétition. Frérot. Voilà, bon bah ça fait déjà 1h07 qu'on est en podcast. On va aborder les questions. On en avait parlé dans le dernier podcast, mais ça va devenir une rubrique, hein, donc n'hésitez pas à chaque fois à nous poser vos questions. Du coup, on avait une première question qui nous avait été posée enfin, la dernière fois qu'on a fait un podcast, mais on n'avait pas eu le temps d'y répondre. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut débuter sa carrière de coach en force athlétique? Ok. Donc avant de répondre à la question, ben, d'abord que tu répondes à la question, parce que bon, c'est moi qui parlais tout à l'heure, donc là ça va être toi qui va Vas-y. commencer. Ben, je tiens à dire aussi, vis-à-vis de la rubrique questions-réponses, n'hésitez pas aussi à nous poser des questions directement en DM. N'attendez pas qu'on mette le petit sigle Oui, bien sûr. questions-réponses. Vous pouvez nous envoyer des DM, on va enregistrer et on va essayer de répondre au maximum de Ou questions même possibles. en commentaire sur YouTube, ou enfin peu importe. Exactement, Ouais. partout. Partout, partout, on lit tout, on est présent partout, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Du coup, vas-y, je te laisse répondre à cette Alors, question. du coup, comment débuter sa carrière de coach en FA? Déjà, je pense que il faut déjà aimer ça. En fait, il faut pas être attiré par l'appât du gain. Et en fait, quand j'ai vu cette question, j'ai commencé à réfléchir un peu. Et en fait, je pense que ce qui fait, ce qui attire chez un coach, c'est déjà comment il aime ça et comment il transmet sa passion. Je vais peut-être tirer sur des gens là en disant ça, mais en fait, moi, quand sur Instagram, je vois des coachs qui font que du marketing et qui font plus de marketing que de coaching, moi, ça m'attire pas en tant qu'athlète. Donc, je me mets à la place des autres athlètes.
Enfin, moi, le truc, DM moi squat, si tu veux débloquer 100 kilos sur ton squat, toutes les techniques de marketing comme ça, franchement, ça m'inspire pas énormément confiance. Je pense que vraiment un truc qui est important, c'est que vous montrez votre passion, que ce soit bah, sur les réseaux sociaux, mais aussi surtout en compétition. Soyez présent en compétition, soyez présent en compétition, montrez que vous aimez ça et vous forcez pas. Si vous aimez pas, allez faire un autre taf. Vraiment, il y a des gens, j'ai l'impression, qui font du coaching juste parce que bah, ils ont vu de la lumière et ils voient qu'il y a un peu d'argent à prendre. Et en fait, ça se voit qu'ils sont pas vraiment passionnés. Et bah, je pense que c'est pour ça que ça a du mal à se débloquer. Donc en fait, essayez de transmettre votre passion, c'est important. Et puis aussi, un autre truc, n'hésitez pas à donner du contenu gratuit. N'hésitez pas à montrer que vous êtes capable de gérer quelqu'un. Parce que bah, en fait, si vous ne montrez pas à la personne que vous êtes capable de gérer sa programmation, de gérer sa progression, etc., il n'y a pas de raison que la personne vous fasse confiance pour. Enfin, il n'y a pas de raison que la personne vous confie sa progression. Donc moi, je pense que voilà, c'est important. Et puis bah, après, tout simplement, hein, au début, ça commence par un ou deux athlètes. Vous faites du bon taf avec ces athlètes-là. Ces athlètes-là vont vous recommander au tour. Et puis après, bah, le bouche à oreille. Voilà. C'est les conseils que j'aurais à vous donner. Franchement, le conseil principal pour moi, c'est montrer que vous aimez ça, montrer que vous êtes passionné. Et donc ça, c'est pour la partie vous vendre. Et puis ensuite, bah, comment être un bon coach? Bah, formez-vous. Formez-vous. On n'est jamais assez formé. Si quelqu'un vous dit qu'il connaît tout, c'est que c'est un menteur. Voilà. Tout, on en apprend tous les jours. Vraiment tous les jours. Je pense que même les meilleurs coachs en apprennent tous les jours. Que ce soit, peu importe. Et on ne vous demande pas de faire des formations à 10 000 euros. Hein, mais écoutez un podcast par-ci, allez voir un post Instagram par-là, écoutez un athlète qui parle du récap de sa dernière compétition, allez en compétition et vous posez devant un plan de match et regardez, etc. On en apprend vraiment tous les jours. Et ne négligez rien du tout, que ce soit les podcasts, les vidéos YouTube. Enfin, peu importe. Moi, je regarde vraiment tout ce qui se passe en force. Peu importe que ce soit des vidéos divertissement, etc. En fait, je pense que même sur une vidéo divertissement de 30 minutes, bah, peut y avoir une phrase que je vais retenir qui va m'apprendre quelque chose, etc. Et vraiment, je trouve que c'est archi important de rester à l'affût de tout et de jamais se reposer sur ses acquis. C'est quand on arrête d'apprendre qu'on devient mauvais, je pense. Franchement, t'as tout dit. Ok. Franchement, je vais juste rebondir rapidement sur ce que t'as dit dans le mode soyez présent en compétition. Parce que c'est un conseil qui est pas souvent donné. Mais franchement, si il y a une manière de vraiment lancer votre coaching et à obtenir des clients, c'est vraiment d'être présent sur le lieu de compétition. Les gens vont commencer à se dire, ah mais c'est qui lui? Je le vois tout le temps. Ils vont commencer à se dire, mais on le voit souvent. J'ai géré des matchs de vos amis, parce que souvent quand vous Ouais. commencez la force, vous commencez avec un petit groupe, et souvent vous êtes là, vous n'avez pas un pour prendre un coaching, donc vous vous entraînez un peu dans votre coin, vous arrivez en compétition, tac, tu gères le match de tes amis, ils vont être là en mode, ah ok, il gère des matchs, ah ouais, c'est un personnage assez intéressant. Ensuite, tu passes l'arbitrage, tu commences à arbitrer, des athlètes vont venir vers toi en te demandant qu'est-ce qui manquait à mon Ouais. squat, pourquoi j'ai eu au rouge, etc., etc. Tu lui donnes des explications, l'athlète il voit que tes explications elles sont nettes, elles sont claires, il va commencer à se dire, ah ouais, c'est un profil assez intéressant. Ils vont commencer ensuite directement à chercher ton nom, chercher ton Insta, voir ce que tu fais, etc., etc. Donc vraiment la présence en compétition, parce que c'est toujours les mêmes on voit toujours les mêmes en compétition. Donc quand tu vois quelqu'un de nouveau, tu vas automatiquement t'intéresser à qui est-ce. Et quand tu vas voir que ben, il propose du coaching et qu'en plus de ça il est pédagogue, ben, ça va te permettre de gagner un coaché, deux coachés, trois coachés. Et comme Aurélien l'a dit, tu commences avec un 2 3 personnes, et ensuite c'est ces un 2 3 personnes qui vont t'amener 4 5 6 personnes. Et ces 4 5 6 personnes qui vont t'amener 7 8 9 personnes Ouais. jusqu'à, entre guillemets, avoir suffisamment pour en vivre. Et ensuite, deuxième point, que tu as aussi dit, bah faut aimer ça. Parce que j'ai l'impression que le coaching, c'est un peu la petite lumière, ah, il y a moyen de gagner de l'argent, nanana, nanana, donc tout le monde commence à se dire qu'ils sont coachs, nanani, nanana. En plus de ça, ils se disent, ah bah ça va être un peu moins énergivore, donc je vais pouvoir continuer ma pratique de la FA et pouvoir devenir un athlète. Sauf que non, c'est pas ça le coaching. Le Ouais. coaching, faut un minimum l'aimer, faut même un maximum l'aimer. Et donc voilà. Ouais, ça se Je vais ressent. pas ajouter plus parce qu'au final, tu l'as tout dit. En fait, t'as tout dit, donc si je commence à blablater, ce sera juste pour répéter un peu ce que t'as dit. Au final, ça n'a pas de réel intérêt. Ok. Du coup, on a une deuxième question. On en a déjà un petit peu parlé, mais du coup, bah, on va répondre à la question. Ton approche vis-à-vis de la tonne pour la prochaine compétition. Je sais pas si tu veux en parler ou si tu me laisses répondre. Donc, alors, bah en fait, je m'étais challengé de faire la tonne au championnat de France parce que au championnat de France, bah, c'est la compétition où je peux me permettre de. Ouais.
j'ai été qualifié aux World Games. Bon, on va en parler plus tard vis-à-vis des modalités de sélection. Mais en gros, la qualification aux World Games me lance directement sur une qualification pour le prochain championnat du monde. Ça veut dire qu'au final, j'ai le droit, entre guillemets, si je veux, de ne pas participer à certaines compétitions. Et donc, comme j'ai ce droit-là, bah, je me suis dit, je vais aller aux France, je vais me challenger, je vais faire la tonne. Un, pour, bah, du coup, comme je le disais dans les précédents podcasts, remercier le peuple français pour le soutien qu'il me donne. Donc, j'essaie de venir sur la plateforme nationale, là où ils peuvent se déplacer pour observer et essayer de mettre le show le plus fort possible. Mais surtout, je me dis, au championnat de France, j'ai un peu de marge sur mes concurrents. Donc, ça me permet de, bah, même si je rate l'atome, bah, ça me permet quand même de gagner un peu avec un peu d'avance, tu vois. Et donc, ça me permet de, au final, la tenter sur cette plateforme-là. Au final, je me dis, si je peux pas la tenter sur cette plateforme-là, bah, je pourrais la tenter nulle part. Ouais. Parce que demain, comme je l'expliquais un peu avant, avec l'exemple du deadlift à 3,35, mais demain, je suis dans mon match face à Kochak. Kochak fait 995. Ben, je vais mettre 997,5. Mm. Je vais pas mettre 1000. Ouais, bien sûr. Parce qu'au final, faire la tonne, c'est très beau. Je serais le premier Français en RAW à faire la tonne. Et ça me permettrait de rentrer dans l'histoire davantage de ce sport. Mais un titre, c'est plus important. Surtout pour ma nation. Exactement. Je ne peux pas penser de manière égoïste quand, malheureusement, enfin malheureusement, quand j'ai le singlet de France sur moi et que je représente l'équipe de France. Quand je représente la France, bah, je veux faire ce qui va intéresser la France. Et ce qui va intéresser la France, c'est le résultat sportif. Mhm. C'est pas le temps, le chiffre en lui-même. Si pour gagner face à Kochak, il me faut 999,99999 kilos, bah, je ferai ça. Et je ferai pas la tonne, tu vois. Mais par contre, l'objectif va quand même être d'avoir un niveau assez haut pour que, au final, dans la fourchette de sélection, C'est ce que j'allais parce dire. qu'en gros, avant la compétition, les coachs équipe de France t'envoient un papier avec tes possibles premières barres, tes possibles secondes barres et tes possibles dernières barres, tu vois. Bah, l'objectif, ça va être que dans le plan C, même voir le plan D, bah, je suis au-dessus de la tonne Ouais. tellement je suis fort, tu vois. Mm. Comme ça va m'obliger à la faire. Mais maintenant, c'est pas une obligation. Je me sens pas dans l'obligation de faire la tonne. J'ai tenté aux France, j'ai vu que j'étais pas loin. Bah, je me dis quoi? Je me dis aux Europes, faut que j'ai un niveau suffisamment haut pour pouvoir gagner, peu importe le total que je vais devoir sortir. Du coup, au final, à l'Inter, comme on le disait tout à l'heure, à l'Inter, penser au total que tu vas faire, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de ramener la médaille que tu peux ramener. Si je dois jouer la médaille d'argent, et que pour jouer la médaille d'argent, bah, je dois faire 985, bah, je ferai 985. Si je dois jouer la médaille de bronze, et pour avoir la médaille de bronze, je dois faire 962,5, je ferai 962,5. J'irai pas chercher la gourmandise. La gourmandise ne sert à rien sur plateforme internationale. Et même sur plateforme nationale Ouais, c'est quand ce tu que as un j'allais dire. match. Ouais. Ok, bah ouais, je pense que c'est clair. Du coup, autre question, comment aborder une gestion de match, enfin, comment vous abordez une gestion de match si vous n'êtes pas présent sur la compétition? Donc dans le cas où on aurait des athlètes qui font des compétitions et que malheureusement on ne peut pas se déplacer pour X raisons. Alors déjà, bah, premièrement, on essaye le plus possible de se déplacer, tout simplement parce que bah, ça met l'athlète dans les meilleures conditions et en plus, bah, on kiffe ça. C'est vraiment, en tant que coach, je trouve que c'est vraiment la concrétisation de tout ce que tu as mis à l'entraînement. Et moi, personnellement, c'est vraiment ce que je préfère le plus. Mais C'est vrai. maintenant, si malheureusement je peux pas me déplacer, enfin, j'ai l'exemple là, le mois prochain, le week-end du 7 et 8 décembre, je sais pas, je crois que tous les clubs de FFR se sont dit on va organiser une compétition ce jour-là. J'ai 15 compétitions dans toute la France. Donc, bah, je vais aller là où j'ai le plus d'athlètes, mais malheureusement, je pourrais pas avoir le choix. Enfin, je peux pas me démultiplier. Du coup, ce que je fais dans un premier temps, c'est il me faut absolument quelqu'un de confiance autour de mon athlète. Donc ça peut être un autre athlète à moi. Comme je le disais tout à l'heure, souvent, moi, la plupart de mes athlètes, en fait, c'est du bouche à oreille. Et du coup, bah, en fait, c'est un pote qui m'a ramené un pote qui m'a ramené un pote. Donc forcément, souvent, quand j'ai un athlète qui fait une compétition, j'ai aussi dans le coin un autre athlète à moi qui est capable de gérer cette compétition. Donc, il me faut quelqu'un de confiance. Quand tu commences à coacher quelqu'un depuis plusieurs mois, bah, sur les réseaux sociaux, etc., tu vois son entourage, tu sais qui est capable de gérer correctement ton athlète ou pas. Et puis ensuite, une fois que tu as trouvé la personne, bah déjà, premièrement, truc simple, hein, mais l'athlète, il a un plan de match. Il a un plan de match à respecter. Comme ça, la personne qui gère sa compétition, elle a pas 1000 choses à réfléchir. L'athlète est sur le plan A, il fait tant. L'athlète est sur le plan B, il fait tant. L'athlète est sur le plan C, il fait tant. Il n'y a pas à réfléchir, il y a juste à exécuter. Et puis ensuite, bah, on envoie le plan de match à la personne qui va gérer le match de ton athlète. On s'appelle, je lui dis en cas de tel scénario, on fait ça. En cas de tel scénario, on fait ça. Et puis bah, après, évidemment, je reste joignable pendant la compétition. Voilà. Tout à fait d'accord. Voilà, je sais pas si tu veux en rajouter. Tout à fait d'accord. En fait, on essaie de se déplacer au maximum pour nos athlètes. Et quand on peut pas se déplacer, bah, comme tu l'as dit, hein,
soit quelqu'un de confiance et on essaie d'être le plus disponible possible. Ça veut dire que c'est pas, ils nous envoient un message en mode ah j'ai une petite gêne pendant la chauffe et nous on répond 4 heures après. Ouais, On va répondre au tac au bien tac sûr. pour essayer de le mettre Ouais, bien sûr. dans les conditions idéales. Après, effectivement, il y a des petites difficultés parce qu'au final tu as 1 minute pour donner le prochain ticket. Ça veut dire qu'en général, moi ce que je demande à mes clients c'est de me filmer leurs essais et de m'envoyer la première barre dès qu'ils le peuvent. Enfin du coup, la personne de confiance hein, m'envoie l'essai dès qu'il peut. Par exemple, j'ai un exemple concret. J'ai Johan qui avait une compétition en Belgique. Donc c'est un athlète à moi, c'est un streeteux. Et du coup, bah, j'ai envoyé Serrat aller gérer son match. Et moi, je ne pouvais pas y être parce que j'ai oublié, je crois, que On j'avais était une ensemble, je crois. compétition. On n'était pas à l'Euro Muscle Show? Ah, bah oui. Ah oui, l'Euro Ouais, Muscle on Show, était ensemble, ouais. exactement. Il y avait l'Euro Muscle Show, donc une compétition inter pour un athlète à moi de force athlétique. Et du coup, bah, ça fait qu'au final, Serrat m'a envoyé les essais le plus rapidement qu'il pouvait. Il me disait ce qu'ils avaient mis en deuxième barre, et moi j'observais la première barre, puis je validais entre guillemets le choix de Serrat. Je n'allais pas pouvoir l'invalider parce qu'au final, le moment d'ouvrir la vidéo, de regarder la vidéo, bah après en street, ils sont un peu plus cléments. Donc j'avais le temps de donner mon avis et le faire choisir la barre. Mais en force athlétique, bah, vu qu'ils sont un peu moins cléments sur ça, bah, au final, bah, c'est juste pour avoir une observation et voir un peu comment mon athlète est en train de se comporter durant cette compétition. Mais après, truc bien en FA, c'est que maintenant, de plus en plus de compétitions, même la compétition où ils sont 30 athlètes au fin fond de la France, ils ont très souvent des lives. Et bah, du coup, moi, je me Exactement. connecte sur live et directement, je suis connecté avec la personne qui gère le match. Et directement, bah, voilà, on communique et je donne Exactement. mes Et instructions. ça, franchement, c'est une grande Ouais, avancée. vraiment, Et c'est bon, incroyable. ça va être un peu redondant, mais c'est pour ça que, on vous l'a dit, quand vous commencez la force athlétique et que vous voulez faire des compétitions, cherchez un club. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir œuvrer pour ce club. Et c'est grâce à les personnes qui rejoignent les clubs que, du coup, bah, des lives peuvent se Ouais. faire. Par exemple, Luskov Meet, on a eu des lives grâce à Valentin Fruchard. Tu vois, c'est des athlètes qui vont venir, qui vont proposer de leur temps, qui vont proposer de leur énergie, qui vont proposer de nouvelles idées Mm. et qui vont nous permettre de mettre en place certaines choses, tu vois. Et au final, bah, les lives, c'est un peu grâce à ça. Donc, rejoignez des clubs, s'il vous plaît. On le dira jamais assez. On le dira jamais assez. Ensuite, on nous a posé une question sur les nouvelles modalités de sélection. Donc là, il y a les nouvelles modalités de sélection internationale qui sont sorties, je les ai sous les yeux. Et en fait, je pense que on nous a posé cette question parce que, bon, déjà, les minima augmentent, mais ça, c'est logique. Pour vous expliquer un peu comment sont faits les minima, du coup, ils sont établis bah, du coup, par l'ensemble des coachs équipe de France. Et en fait, le minima, il est fait pour que, bah, par exemple, je dis n'importe quoi, mais genre là, je vais en prendre un au hasard. Les minima juniors en 83, le minima monde il est à 740. Pourquoi? Parce que en fait, euh, les modalités de sélection, là par exemple pour les prochains championnats du monde, il faut être top 3 pour être sélectionné. Bah, en fait, le minima à 740, il va à peu près se caler sur le top 3. Si tu fais 700, on sait très bien que tu ne seras pas top 3. Et en fait, c'est comme ça que sont établis les nouveaux minima. Et deuxième chose, je pense pourquoi on nous a posé la question, parce que là, en fait, sur les prochains championnats du monde, il faut être top 1 en sub-junior et top 3 en junior. Et pourquoi en fait c'est plus comme avant top 5? Tout simplement parce que l'année prochaine les championnats du monde ils sont au Costa Rica. C'est dans un autre continent, donc bah forcément c'est beaucoup plus loin, donc il faut partir plus longtemps, donc il faut que la fédération paye plus de nuits d'hôtel, le billet d'avion il coûte plus cher, donc au final le voyage pour une personne coûte plus cher, et bah vu que le budget de la fédération n'est pas extensible, bah tout simplement c'est pour ça. Exactement. Voilà. Bon, je Exactement. sais pas si tu veux en rajouter, mais voilà. Bon, en fait, ces modalités de sélection-là, c'était comme ça avant aussi. Je me rappelle, Jade, elle avait un test match, il me semble que c'était en 2019 ou en 2020. Elle était encore sub-junior, donc je crois que c'était 2019. Et du coup, elle était sub-junior 52. Elle avait fait 327,5 kilos de total. Et du coup, ça lui a mis sur le listing troisième en sub-junior. Et malheureusement, du coup, elle n'a pas pu avoir le financement. Mm. Du coup, c'était un peu comme ça avant. Du coup, moi, ça me surprend pas parce que vu qu'avant, bah, je connaissais déjà ça, bah, maintenant, ça me surprend pas qu'il retourne dessus. Parce qu'effectivement, autoriser par exemple top 5 sub-jus, sachant qu'il y a des sub-jus qui sortent de partout, Ouais. au final, ça va faire une équipe complète de sub-juniors à envoyer au Costa Rica. Ça coûte cher. euh, Ça va coûter super cher pour au final un rendement pas très intéressant. Parce que à l'époque, j'avais parlé avec le DTN, Fabrice Magrin, et il m'avait dit quoi? Il m'avait dit que la catégorie sub-junior, c'était la préparation à, aux années juniors.
Donc, il m'avait pas dit que ça comptait pour du beurre, mais il me l'avait un peu fait Mhm. comprendre, tu vois. Ensuite, que la catégorie junior, c'était une préparation pour l'Open. Ouais, bien sûr. Et que c'était les Open qui comptaient réellement dans le choix du ministère des Sports, etc., etc. Parce qu'au final, c'est pour ça que pas mal de juniors sont envoyés en Open. Je pense à Tiffany Chapon, je pense à Corentin Clément à l'époque, je pense Jade. à Clara Perrault à l'époque, je pense à Jade Jacob à l'époque. Donc pas mal de juniors étaient envoyés en Open parce qu'au final, c'était un peu là qu'il y avait vraiment de l'enjeu, Ouais, entre bien sûr. guillemets. Et donc au final, dépenser de l'argent pour un top 5 sub-junior d'un athlète qui peut arrêter bah, du jour au lendemain, qui n'a pas d'expérience puisque c'est un sub-junior, bah, je comprends totalement un peu la décision. Maintenant, à nous de charbonner, nous Français, de charbonner davantage pour, entre guillemets, s'obtenir du coup ce top 1 en sub-junior, ce top 3 en junior et ce top 5 en open. 8 en open. Exact. Ok, bon bah je pense que là ça fait 1h25 qu'on va prendre une dernière question et puis après on passera sur la suite enfin sur les prochains podcasts. Du coup, il y a une question qui nous a été posée. Est-ce que vous gérez différemment les programmations et les retours entre les hommes et les femmes? Est-ce que tu veux commencer? Euh, Alors, il y a des règles entre guillemets de base qui ont été mis en place, comme quoi une femme était capable d'avoir plus de fréquence qu'un homme, mais moins d'intensité, et qu'un homme était capable d'avoir un peu plus de volume et plus d'intensité. Mais tout ça, c'est des règles, et les règles, elles sont toujours, malheureusement, il n'y a aucune vérité Oui, générale en c'est force. un facteur C'est-à-dire que parmi tant d'autres. Exactement, c'est-à-dire que tu peux tomber sur des athlètes féminines qui vont pas être capables d'encaisser de la fréquence, comme tu vas pouvoir tomber sur des athlètes féminines qui, elles, vont pouvoir encaisser de la fréquence, tu vois. Bon, après, je suis pas très bien placé pour répondre parce que je ne coach que de féminines, et pour l'instant, bah, bon, Jade, elle a sa méthode d'entraînement, parce que bah, ça fait bah, plus de 6 ans que je la coach, donc ça veut dire que je sais comment elle réagit et je sais qu'est-ce qui fonctionne sur elle, donc elle a une méthode vraiment avancée et vraiment poussée, une individualisation qui, bah, je pense que si je dévoile la proc de Jade, ben, personne ne s'entraînera pareil. Et ma deuxième athlète féminine, c'est Émilie Mouchet, et j'ai fait juste un bloc avec elle. Du coup, c'était encore un bloc standard, où on voulait un peu voir un peu ses limites, etc., etc. Donc, je pense pas être le mieux placé pour y répondre. Donc, je pense que je vais te laisser vraiment répondre à cette question. Mais de mon humble avis, il n'y a aucune vérité générale. Donc, ça veut dire que au final, il y a juste une chose à prendre en compte un peu plus chez les femmes que chez les hommes, c'est la récupération, notamment quand elles arrivent dans leur cycle menstruel, où là, il y a des difficultés qui viennent et qui apparaissent, soit une déperdition de force, soit tout simplement une difficulté à récupérer. Et donc, trop mettre dans des périodes comme ça peut, entre guillemets, les contraindre, entre guillemets, à des douleurs, à des gènes, et au final ralentir un momentum, tandis qu'un homme n'a pas ces différents cycles. Après, un homme peut aussi avoir des périodes où, ben, malheureusement, il aura des baisses de niveau, des heures supplémentaires au taf, un enfant à gérer, un taf, bah, j'allais dire la même chose, des heures de sommeil un peu négligées, mais au final c'est totalement différent. Du coup, ben, mis à part ça, je ne vois pas de réelle différence entre un homme et une femme. Mis à part aussi peut-être l'aspect émotionnel, où bah après, encore une fois, l'aspect émotionnel, c'est en règle de base, mais il y a des Ouais, je athlètes suis d'accord. masculins qui ont besoin de beaucoup plus de paroles gentilles, De soutien, d'encouragement d'encouragement. pour les pousser à pousser, tandis qu'il y a des féminines qui, elles, vont devoir, entre guillemets, en gros, Jade, quand elle loupe une barre, je vais pas lui dire, oh ma pauvre, il faut te ressaisir. Non, Jade, je vais lui dire, hey, qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi et va sous ta barre, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Mais il y a d'autres. Du coup, au final, encore une fois, ça va dépendre du profil. Ouais, je Donc, suis au d'accord. final, bon, voilà. En vrai, ouais, je suis totalement d'accord. Pour moi, le sexe, c'est juste un facteur parmi tant d'autres. Et ce qui poussera, ce sera toujours bah, l'individualisation vraiment individuelle, quoi. Ouais, Vraiment, c'est un facteur parmi tant exactement. d'autres. Comme tu l'as dit, pour moi, le truc à prendre en compte, c'est au niveau du cycle menstruel. Et encore, même ça, c'est individualisé parce que tu as des filles qui vont vraiment Exact. avoir des gaps de performance énormes la semaine avant, la semaine pendant. Et t'as des filles qui vont pas avoir de gap de performance. T'as des filles qui, à l'inverse, vont se sortir mieux. Donc là aussi, l'individualisation prime. Euh, et Exact. puis même dans les retours, pareil, comme tu le disais, moi j'ai vu passer un réel Insta là, il y a quelques jours où la personne disait que bah, souvent les filles avaient besoin d'un peu plus de soutien, d'encouragement, etc. Et bah même là, moi à ma petite échelle, j'ai déjà des contre-exemples où j'ai des gars qui justement vont avoir besoin d'énormément d'encouragement et bah, comme tu disais, des filles qui vont réagir totalement à l'inverse. Donc pour moi, le sexe, c'est juste un facteur parmi tant d'autres et ça peut pas tout régir.
Voilà, pour moi, c'est vraiment l'individualisation qui prime et faut prendre ça dans un ensemble, quoi. Ouais. Je pense qu'on a le temps de répondre à une petite dernière question, Vas-y, non? attends, je vais voir. Du coup, bon, j'en ai noté une seule dernière là. Comment savoir le volume exact qu'il faut pour un athlète? Oh, t'as pas une autre question par J'ai hasard? compris que ça. Pas- Parce qu'au final, bah, c'est un peu la même chose qu'on répondait tout Ouais, à l'heure. exactement. Ça va dépendre du profil. Bah, en fait, j'ai envie de te dire, ouais, t'as un athlète qui a un physique athlétique, il va automatiquement réagir à davantage de volume et d'intensité et de fréquence que quelqu'un qui bah, débute. Mais au final, ça aussi, C'est c'est à prendre l'individualisation. avec des pincettes, Ouais, tu vois. Donc au final, on peut pas donner une réponse exacte. La seule réponse que je peux te donner, c'est quoi? C'est test. ouais, c'est ça. Test progressivement. Ça veut dire que tu as un cycle. T'as des Dans fourchettes ton cycle, générales et puis après, t'ajustes. exactement. Exactement, tu fais ton cycle, tu chopes, tu t'essayes une fourchette de série, une fourchette de répétition, tu vois les résultats concluants ou non, mais par contre, le conseil que je peux te donner, c'est quoi? C'est ne n'utilise pas qu'un seul bloc pour savoir Ouais. ça. Parce que tu as des athlètes qui vont réagir au bout du troisième bloc, à ce que tu as mis en place sur le premier bloc. Et du coup, c'est en gros des observations à faire sur le long terme, sur le moyen long terme. Parce qu'au final, encore aujourd'hui, des fois, je joue sur mon volume au squat. Le nombre de mes séries au squat aussi, il joue. Le rep range aussi, il joue. Pareil sur les développés couchés, pareil sur le soulevé de terre. Pourtant, commence à faire des années que je pratique, tu vois. Donc au final, le volume exact, j'ai envie de te dire, teste, vois ce qui réagit le mieux, vois ce qui entraîne de la progression. Et encore une fois, un peu comme on l'avait dit dans le premier podcast, la progression, c'est pas que j'ai pris 2,5 sur mon 1RM. Le 2RM compte, le 3RM, le 4RM, le 5RM, la facilité, la qualité technique, même pour te dire un truc tout simple. Ah, la semaine dernière, quand j'ai fini cette séance-là, j'avais la tête qui tournait, j'étais fatigué. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Là, j'ai changé aucun facteur de sommeil, de nourriture, mais quand j'ai fini la séance, j'étais pas fatigué, j'étais Mm. beaucoup plus Ouais, t'étais mieux, quoi. Ouais. énergique. Ouais, Et, c'était et mieux. Donc ça aussi, aussi, c'est un facteur de progression. et aussi un truc à prendre en compte, tu peux pas parler uniquement de volume. Faut parler, en fait, faut corréler tout ça avec ton intensité. Parce que si on parle de volume, Exactement. tu me dis, t'as fait 10 séries RPE 3 ou 5 séries RPE 10, bah évidemment que tes 5 séries RPE 10 vont être beaucoup plus taxantes que tes 10 séries RPE 3. Et en fait, tu peux pas parler uniquement de Exactement. volume, c'est toujours corrélé à ton intensité. Exactement. C'est ça. Voilà. Exactement à ton intensité et à ta fréquence aussi. Parce que ouais, c'est vraiment tout ça, ça rentre en jeu en fait. C'est parce que, comme tu l'as dit, tu peux avoir un volume monstrueux, mais si c'est un volume qui est en dessous des 70% de ton ARM, Ouais. bah au final, Ouais, c'est ça. En j'ai fait, envie de te dire que tout le monde est capable de le pour faire. moi, il faut toujours corréler ton volume, ton intensité. Mais Exactement. après, du Maintenant, coup, si on peut donner des petites fourchettes de vérité générale, mais qui seront toujours après à individualiser, combien tu préconises à mhm. peu près en fourchette de séries de squat, bench, deadlift par semaine? En général, moi je dirais pour un débutant entre 5 et 10 séries de squat, entre Ouais, 7, 8 et une quinzaine de séries de bench, et pareil entre ouais, 4 et 9, 10 séries de deadlift. Après, c'est des grosses exactement. fourchettes. Comme je le disais, c'est Exactement. à prendre il faut forcément le corréler à ton Faut prendre avec des intensité. pincettes. Et puis après, bah, il faut individualiser. Et après, C'est ça. pareil, un athlète qui aura plus de facilité sur un mouvement de par ses leviers pourra en général encaisser un petit peu plus de volume. Forcément, Exactement. quelqu'un qui est en sumo ultra optimisé ou alors quelqu'un qui est en tradi avec des bras courts, des fémurs ultra longs, bah forcément, le mouvement va être beaucoup plus taxant, donc il pourra en encaisser moins. Voilà, tout est à corréler, enfin, c'est à Exactement. individualiser, quoi. Il y a pas de réponse. Exactement. En fait, pour trouver ton volume exact, il faut déjà savoir où est-ce que tu es bon, où est-ce que tu es moins bon, qu'est-ce que tu es capable de faire, qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire. Ça veut dire qu'on va prendre des exemples. Un profil comme le mien, qui est en tradi, qui n'a pas une morphologie extrêmement avantageuse pour le tradi, je dis pas que je suis désavantagé, j'ai un avantage, mais j'ai aussi un désavantage. Mais en gros, tu me compares à, par exemple, ton élève Alan ou à Jade, ben, automatiquement sur notre programmation, Jade et Alan vont avoir beaucoup plus de volume que Oui, moi au c'est terre. évident. Et pareil, pour le développé couché, par exemple, Alan qui lui a des longs bras, moi qui ai des longs bras, donc on a une ROM quand même assez prononcée, ben on va avoir un peu moins de volume que une Agatha qui, elle, ben, a beaucoup moins de ROM que nous et qui a un avantage, un point fort développé couché. Et du coup, au final, ben, tout ça, c'est à observer, voir qu'est-ce que tu es capable de faire, et même ce qui te plaît en vrai de vrai. Parce que on aime bien parler d'optimisation, on aime bien parler de levier avantageux, Mm. on aime bien parler de ci, de ça, mais il faut aussi parler du plaisir.
Si tu as les leviers avantageux pour faire du terre, mais que tu détestes faire du terre, bah, on va pas te mettre le même volume que la personne qui a un physique un peu moins avantageux, mais qui kiffe le terre Ouais, à bien la sûr, mort, tu bien vois. sûr. Donc tout ça, c'est des choses qui rentrent en compte. Et c'est pour ça que, selon moi, être encadré par quelqu'un qui a une vision extérieure, c'est la meilleure chose. Comme ça, la personne va pouvoir observer ce que tu aimes bien faire, va pouvoir te poser les questions qu'il faut, va pouvoir avoir les observations qu'il faut, et ensuite gérer et jauger en fonction d'eux. Et aussi un truc que je voulais rajouter, pour moi le volume exact en fait, ça sert pas à grand chose parce que au fil de ta carrière ça va évoluer. Peut-être que là actuellement ce qui Exactement. te convient c'est 5 séries, mais peut-être que dans 2 ans bah, ça sera 12 ou alors ça sera 3 en fonction de comment tu vas évoluer sur le mouvement, si tu vas changer d'une catégorie, si tu vas modifier tes leviers en prenant du muscle ou au contraire en perdant du poids. En fait pour moi cette question c'est impossible à répondre, c'est vraiment individualisé en fonction Exactement. de la personne, mais en fonction de la période aussi, c'est archi important. La période, de ce que tu veux faire, de ce que tu vas faire, etc., de tes préférences, de tes pathologies. Est-ce que tu as des douleurs antérieures? Parce que ça veut dire que quelqu'un qui a, par exemple, une cheville totalement éclatée, bah, va avoir un peu moins de volume qu'une personne qui, elle, va être totalement Ouais, saine. c'est ça. Et au final, il y a tellement en fait, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que, comme tu l'as dit, te dire, ouais, la réponse, c'est 5 séries de squats, Bah, bah, c'est c'est la pas personne qui possible. te dit ça, bah, Vraiment. malheureusement, bah, elle aura pas pris en compte suffisamment de facteurs, tu Et vois. puis aussi, il y a un autre truc qu'il faut prendre en compte, parce que là, tu parlais des blessures. Peut-être que, par exemple, pour progresser au deadlift, bah, l'idéal, pour que tu progresses de la meilleure des manières possibles, c'est 8 séries. Mais peut-être que si tu dépasses 6 séries, bah, en fait, tu vas commencer à t'inflammer le dos. Et donc, en fait, bah, en restant sur 5-6 séries, tu vas peut-être moins progresser sur le moment. Mais vu que tu vas avoir moins d'inflammation, tu vas pouvoir t'entraîner plus longtemps. Et donc, forcément, bah, à la fin, si on fait les comptes dans 5 ans, bah, tu seras plus fort, tout simplement, puisque tu te seras entraîné plus longtemps. Exactement. Voilà. Exactement. Bon, bah, ça fait 1h35, donc je pense qu'on va s'arrêter là. On va prendre d'autres questions. Oh, on va s'arrêter là, Comme tranquillement. on vous l'a dit, n'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit en commentaire YouTube, en DM, enfin peu importe. Après, normalement, à chaque fois qu'on enregistre un podcast, on mettra une petite boîte à questions, mais si jamais vous avez une question qui vous passe par la tête avant qu'on ait mis la petite boîte à questions, n'hésitez pas à nous la poser. On prendra un plaisir d'y répondre. Et puis, bah, on vous remercie pour tous les commentaires, etc. Vraiment, ça fait super Exactement. plaisir. Ça fait plaisir. On va essayer de step up un peu sur le contenu. Là, pour l'instant, on est sur des podcasts chacun chez soi, mais on tend à essayer de se rejoindre Ouais, et essayer de faire c'est en projet. un podcast directement IRL. Franchement, on va essayer de faire proposer des trucs assez intéressants. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre. Et puis voilà, hein. Voilà. Et nous prendre des suivis aussi. C'est important. Du coup, si vous Même êtes, si j'en connais un qui a 85 athlètes là actuellement, mais tu après, parles. j'en n'en dirai pas plus. Du coup, si vous êtes intéressé par un coaching de l'un ou de l'autre, enfin peu importe, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Exactement. Voilà, on vous souhaite une bonne écoute et puis à la prochaine. Salut. À la prochaine.